Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée au manga de cette année. Oui, je parle de Promise Neverland. Déjà plus de 150 000 exemplaires vendus en France. Pour cette nouvelle série, c'est complètement le feu. On devrait même atteindre les 200 000 si ce n'est pas encore fait d'ici la fin d'année. Et en janvier, la série animée arrive. Le raz-de-marée ne fait que commencer. On va même s'arrêter un petit instant sur le titre du manga de Promise Neverland. Un mélange donc de Terre Promise et de Neverland. Le Neverland de Peter Pan, vous savez, le pays où on ne grandit pas. Pays imaginaire. La Terre Promise de nulle part. C'est déjà un indice sur ce qui nous attend dans le manga, non? Ouais, ça sent le sapin. Ça sent le sapin. Non, mais c'est non, aussi... au contraire, il est plutôt positif. Il est le plutôt, titre, il est plutôt positif, ouais, le titre. Non, parce qu'il y a la promesse. Mais Neverland, c'est. Neverland, c'est là où on ne grandit pas, c'est là où on peut rester heureux et enfant toute sa vie. Bon, ça dépend parce que. En fait, Neverland, en fonction de la manière dont tu vois le conte de Peter Pan, ça peut être soit positif, soit très négatif. T'as la version Disney qui est très positive, genre wouh, trop bien. La version Loisel. Et la version Loisel est beaucoup plus négative vu que c'est des enfants qui sont bloqués et qui ne peuvent pas grandir et qui ne seront jamais des adultes et qui en fait cherchent plus ou moins à sortir. Ouais, et qui vivent dans un monde hostile. Voilà, et qui vivent dans un monde assez hostile, ouais. Pour Promise Neverland, ça serait plutôt lequel? Bah moi je le vois plus de la manière négative. Bah oui, là pour le coup on est vraiment. En fait ça sent le sapin, oui, ça sent le sapin. Ah voilà. En fait, Noël, tout ça. Bon. Bah oui, le tome 1 te pose le truc comme quoi t'es dans un monde idyllique. Enfin. Ouais, un environnement positif pour les enfants, puis bah on va vite s'apercevoir que. La 5e de couve spéciale Promise Neverland, on revient sur les 5 premiers tomes, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5e de couve. Cette fois-ci on est parti pour de vrai. On va vous parler de Promise Neverland. Promise Neverland, je vous le disais en tout début d'émission, plus de 150 000 exemplaires vendus. On devrait atteindre les 200 000 ex en France pour une série toute nouvelle, c'est énorme. En janvier, la série animée arrive, le raz-de-marée ne fait que commencer. Alors dans la 5e de couve, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga de Promise Neverland. Et avant ça, on va dire bonjour à tout le monde. Elle sera prête à se casser une jambe pour nous sauver, voire même à se couper l'oreille. C'est notre Emma à nous. Salut Julie. Salut. Je proteste. Comment non, ça... si, ok, va pour une oreille pour vous. Ouais, une oreille, ça va. Et une oreille, quoi. Pas les deux, une. Ouais. C'est comme une narine, tu vois. Il y a moyen de se couper des trucs. Lui, il a le sens du sacrifice comme personne. Il est super machiavélique. C'est notre Ray, c'est Cagnard. Salut Cagnard. Salut Maxime, comment ça va? Ça va et toi? À aucun moment j'ai précisé que j'allais me sacrifier. Il y aura pas d'oreille, pas de jambes, pas de bras, il y aura rien du tout. Ouais, mais t'es machiavélique ou pas? Je m'en bats les couilles, je me barre sans vous, les gars. Soyons très clairs. Bah comme Ray, quoi. Lui aussi, il a le sens du sacrifice, mais c'est aussi un incroyable stratège. C'est compliqué à dire, Robin. Ouais, alors que Cagnard à côté, stratège. Non, hein, on court tout droit. C'est donc notre Norman à nous, c'est Robin. Salut Robin. Salut. Ça va? Ça va et vous? Mais très bien. Vous êtes tous prêts pour The Promise Neverland? Bah écoute, oui, on a fait fonctionner nos méninges comme les héros du manga. Comme les héros du manga, il va falloir hashtag 5DC pour réagir sur Twitter, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. On se retrouve sur l'intégralité des réseaux sociaux, sur YouTube. Et puis évidemment, Cagnard, si on est sur iTunes. Ah bah alors vous nous mettez 5 étoiles sur Yelp. Non, 3 fourchettes, on est aussi. Les pouces, tout ça. Les bouches, les fourchettes, les des fleurs. Pouces, des étoiles, des têtes de Mario ou des cactus. N'hésitez pas à nous en mettre 5 dans tous les cas. Ouais. Plus c'est si sympa. on vous en propose plus. Ouais. Et normalement, si vous nous posez une question sur n'importe quel réseau, on doit vous répondre. Si on ne vous répond pas, c'est qu'on a eu une galère ou qu'on a raté le message. Ça arrive. Ou que ça intéresse pas. Non, normalement on répond. Ou que même... ça m'intéresse pas. Alors oui, toi t'es pas obligé de répondre du tout. Oh là là. Pardon, je parle pour tout le monde. Comment ça va se passer cette émission? On va revenir sur Promise Neverland tome après tome, du 1 au 5. Donc vous pouvez même faire une écoute à la carte. Regardez sur la page du blog ou sur les commentaires ou sur les réseaux sociaux pour avoir le timing. Et puis vous allez où vous voulez. Parmi vous trois, parmi nous quatre même, qui est fan du manga? Moi je suis fan. Bah y a que je lève la main.
Vous êtes pas fan? Je serais plus nuancé que ça. Qui a juste aimé le manga? Moi j'ai aimé. J'ai trouvé ça très bien fait. Oui, Ok. voilà. C'est bien fait, c'est agréable à lire. Mais il y a. Il me manque un petit truc, Exact. mais c'est très bien fait. Qui a détesté totalement ce manga? Lui. Moi. Je sais que c'est pas vrai, tu l'as pas totalement détesté en plus. Ah, en fait, je l'ai détesté avant qu'il sorte. Parce que beaucoup trop de communication autour. De Et hype. ça m'a- Bah, pour le On coup, en je vais, avait parlé, je vais hein. renvoyer les éditeurs sur une précédente émission. Si vous nous découvrez là, maintenant, aujourd'hui ou très récemment, on a fait une émission avec l'équipe de Kazé qui s'appelle Promise Neverland. Est-ce que Kazé en a trop fait? Et on est revenu avec eux sur leur campagne marketing et leur campagne de communication. Tu peux continuer, Cagnard. Eh ben justement, à cause de la campagne, ou grâce à la campagne, ça m'a tout de suite donné un mauvais a priori de la série parce que ça ressemblait au blockbuster qu'on voulait m'imposer. Bon, vous me connaissez, je suis un mec plutôt honnête, je prends tous les titres de manière assez Droit dans ses objective. bottes. Bon, ok, ça tient pas. Mais juste quand on me dit ça, c'est la nouvelle série, ben moi j'ai envie de te dire non, c'est pas la bonne série. Et du coup, bah j'avais pas un bon a priori sur cette série. Mais l'avenir nous a. Ça nous en a donné contredit, peut-être ouais. plus. On en est au quoi là? On en est au tome 0. J'ai pas à m'annoncer. Mais c'est vrai que la hype peut aussi freiner. Ah, la hype ouais. a freiné C'était tout le clairement principe des de gens. l'émission d'ailleurs. Mais elle a aussi donné envie à plein d'autres de se jeter sur la lecture de Promise Neverland. Je sais pas si vous voyez les chiffres, mais 200 000 exemplaires en un an pour une Ça toute fait nouvelle rêver, série. hein. Ouais, je crois que ça fait rêver beaucoup d'éditeurs. Je pense que de toute façon tous les Et éditeurs en la plus, voulaient. Hein. il va y avoir la version animée qui en général recrute aussi Ouais, pas mal de il y a lecteurs. moyen. donc, Mais après, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de voir si elle sera grand public et si elle, du coup, elle peut se retrouver diffusée sur des chaînes de télé, tu sais, de type non. TNT d'ici 2 ans, tu vois. Ouais, Ah, C'est un manga grand public. Mais après, elle sera, Bah sur, ouais. elle sera sur Netflix. Oui, voilà. Non, mais peut-être sur Netflix ou tu sais, où je pense après à des W9 Ouais. ou des choses Ah, comme ça, tu mais vois. ils Enfin, diffusent pas pas de encore de non, manga. mais Mais pas est-ce que- W9. Ah, il y a une époque, il y a peut-être eu des Oui, Death avant. Note. Alors après, ça c'est un autre sujet, mais est-ce que tu penses que limite les chaînes de la TNT c'est plus important que Netflix pour par exemple Ah, ça fait toujours diffuser, plus de. ouais. Pas en termes d'économie. Bonne question. Je me rends- mais non, mais c'est après, pas la même alors, économie. on va peut-être pas ouvrir ce sujet Non, mais- maintenant, mais Mais effectivement, si C'est super intéressant. aujourd'hui c'est encore plus intéressant en tout cas Ouais. pour la popularité d'un titre. Si tu vois ce qui se passe aujourd'hui sur My Hero Academia depuis que c'est diffusé sur TFX, Mhm. c'est la folie. d'accord, ok. C'est la folie et je Et pense ils sont que dans le métro. Ouais. Ouais, non mais ils sont Ils sont partout dans en fait. Tout simplement, My Hero Academia est partout et effectivement, le fait que ça soit diffusé avec Dragon Ball Super sur TFX, bah oui, ça a un vrai effet. Là n'est pas le sujet en tout cas. Est-ce que ça sera un jour diffusé sur dans les cases dessins animés des grandes chaînes? Ça, on verra bien. Ouais. Ouais, pourquoi pas, Ah, pourquoi pas, pourquoi écoute. Certains en termes d'innovation de shonen vont comparer The Promise Neverland à Death Note. C'est vrai ou pas pour vous? Pour moi, non, c'est pas la même chose. Après, j'ai pas le même âge qu'à l'époque où j'ai découvert Death Note, tu vois. Où vraiment, c'est vrai que la première fois qu'on m'a parlé de Death Note, qu'on m'a mis Death Note entre les mains, c'était du scan, la série n'était pas sortie en France. Je l'ai lu, moi qui étais habitué à lire du shonen neketsu, tu vois. Ce manga m'a vraiment. Enfin, Death Note, le premier tome, ou je sais plus si c'était les premiers chapitres, mais je me suis dit, ouais, c'est quoi ce concept de malade? Et tu penses pas qu'un Promise Neverland on puisse se dire aujourd'hui est-ce que le cagnard de il y a 10 ans peut se dire oh, c'est quoi ce manga de malade, qu'est-ce que c'est que ce concept? Je sais pas, parce que mine de rien, on ne peut pas que me balancer d'un point de vue temporel et me rejeter à l'époque. Mais parce qu'en que dirait le cagnard des 10 ans le cagnard d'il y a 10 ans, tu vois, en fait, tu lui mettais Lost, il trouvait ça ouf, tu vois. Alors que le cagnard D'aujourd'hui, ça doit être pareil. qui a maintenant 14 ans, il a vu pas mal de trucs, je pense. Ouais, tu vois. ouais. En partant Ouais. du principe que maintenant que j'ai 14 ans, il a vu pas mal de trucs. Du coup, pour moi, c'était pas l'originalité à son paroxysme. Julie, est-ce qu'on peut comparer Promise Neverland à Death Note? Est-ce qu'on peut en dire que c'est un successeur? En fait, c'est pas la première fois que si je vous pose la question, c'est parce que je l'ai vu à plusieurs reprises que certains que d'autres le disent. C'était un rapprochement qui était fait. Johnny par exemple qui fait partie de l'équipe, lui c'est son premier réflexe. Est-ce qu'on peut le comparer à Death Note? Bah, personnellement, je vois pas trop en termes le d'innovation, lien. tu sais, de renouvellement du shonen. Ça renouvelle le genre, en tout cas, du shonen. On en discutera plus tard, mais moi j'ai une théorie que c'est plutôt une question de tendance et Ok. que ça s'inscrit dans une tendance. Teasing. Robin? Alors, est-ce qu'on est vraiment sur la comparaison dans le genre en lui-même ou comme tu disais sur est-ce que ça a posé des nouveaux jalons d'innovation? Si c'est le cas, non, parce que pour moi, Promise Neverland, tu peux l'assimiler à plein de choses. Ça peut ressembler à plein de choses, peut-être fait à la sauce manga. En revanche, il y a des points de convergence avec Death Note dans le sens où c'est des mangas où l'action est assez peu présente, l'action physique est assez peu présente et Ouais, c'est repose neuronal, hein. plutôt sur l'intellect. Cérébral, pardon.
Mais après, moi je vois. Enfin après, voilà, il faut toujours comparer les choses, mais bon. Je rajouterais juste qu'à l'époque, quand Death Note est sorti, ça a quelque part amené ce concept de manga pas intellectuel, mais de combat d'intelligence, de cerveau. Tu vois, il y a toujours pas de terme pour parler de ça, alors que Death Note a influencé plein de mangas entre temps, et du coup. Promesse, on est plus un héritier, tu vois. Promesse, on est un héritier. C'est des jeux de stratégie. En fait, c'est du jeu d'échecs en manga, quoi. Oui. Et bon, après, c'est pour ça, c'est plus un héritier que Death Note était un game changer. Death Note a changé beaucoup de choses, on va dire. Ouais. Je vous propose un résumé rapide de Promise Neverland, si certains débarquent, ont envie d'en apprendre plus sur le manga mais ne l'ont jamais lu. Ça se passe à l'orphelinat Gracefield House. Emma, Norman et Ray vivent entourés de ceux qu'ils considèrent comme leurs frères et sœurs, sous l'œil rassurant de leur maman, une femme tendre, aimante et à l'écoute. La gentillesse, l'entraide et l'amour ne semblent pas connaître de limites dans ces lieux. Très vite, on découvre que cette belle harmonie n'est qu'une façade qui cache la plus effroyable des vérités. L'ambiance bascule d'un extrême à l'autre. Et là, on passe en mode survival. Non, j'aime pas. Survival. Ah, c'est un peu survival quand même. Oui, il y a l'idée. Plus que dans pas mal de mangas qui se disent survival. Oui. Je vous propose, on va commencer par parler du tome 1. Et je propose, pour commencer à parler du tome 1, de vous faire une petite citation de la page 5 du manga. Elle, que j'appelle tendrement maman, n'est pas réellement ma mère. Et tous les enfants avec lesquels je vis ne sont pas véritablement mes frères et sœurs. Voici l'orphelinat Gracefield House. Je suis orpheline, du moins, c'est ce que je croyais. Tadam. Là, on est dans l'ambiance. On est déjà bien. Oui, c'est une phrase qui pose le truc. Ouais. Ah, moi j'étais dans l'ambiance. Ouais. Mieux découpé, parce que là, en fait, tu viens de faire une citation qui est sur la première page. Page 5. Page 5. Mieux découpé, ça aurait été différent. Là, en fait, mais après, c'est ce que je reproche aussi à tout ce tome 1. Ça avance très vite. Ça avance très vite. En tout cas, dès le début, on est dedans. On est dans le début du manga, c'est la découverte du monde. Et là, on a le twist du premier chapitre qui lance le manga. Et ce twist, je sais pas si c'est important d'être spoilé ou pas sur ce twist quand on découvre le manga. Oui, c'est sûr. Enfin, tu préfères. Moi, je l'ai découvert à l'époque en prépublication. Quand je l'ai découvert, je ne savais rien de ce manga. Et j'étais sur les fesses. Ça t'a tellement choqué, je pense que tu nous l'as montré à tous. C'est possible. Oui. ouais. Je pense que essaye de pitcher ce manga sans le twist. C'est dur, ouais. Ça va être compliqué de donner envie. C'est ce que j'ai fait pour l'instant. Non, parce que t'as dit que ça allait mal tourner. Après t'as pas dit, t'as pas précisé, mais du coup t'as déjà amorcé. Sinon c'est trois orphelins qui vivent dans un orphelinat et leur mère n'est pas leur mère. Et puis c'est pas comme s'il arrivait à la fin du tome. Il arrive au premier chapitre. Et Tennis qui voulait absolument pas savoir. À un moment donné, warning. Non mais faut le dire. On va la lâcher la Valda là. Il faut qu'on le dise. Cet orphelinat n'est rien d'autre qu'un élevage de bétail pour démons. Pour des monstres. Des monstres. Enfin, on sait pas exactement ce que c'est, mais des monstres. Ouais, pour moi, c'est des démons, mais bon, peu importe. Oui. L'idée est choquante. Mais l'idée est choquante, voilà. Oui. Nous, humains, élevés. Enfin, c'est une idée après qu'on a vu dans la science-fiction, dans plein de choses. Oui, dans plein d'autres choses. Ouais. Mais voilà, on élève des enfants pour en faire de la nourriture qui est à bon goût, puisque. Non, mais c'est vrai. Oui, parce qu'on les entraîne. On ne fait pas que les élever. Parce que tu parles du premier twist, mais il y a déjà dès le premier chapitre des éléments où cet univers idyllique est très vite désamorcé. Genre quand ils se mettent à avoir des espèces de tests hyper. Alors ça a été déjà vu dans ce genre de récit, mais le truc, les gamins qui passent des tests pour tester leur intelligence et tout, déjà tu commences à voir qu'il y a un truc qui va pas. Et après, effectivement, le twist de ce fin de premier chapitre place le sujet, quoi. Toi, Robin, tu vas appeler un shonen d'action cérébrale. Ouais, parce que après ça, c'est vraiment le premier tome qui pose toutes les bases qui vont un peu faire, en tout cas, le premier arc du manga qui va durer jusqu'au tome, on verra, jusqu'au tome 4. Donc ça pose les bases. On a du mystère, un huis clos, des rebondissements en pagaille, de la stratégie, des élaborations de plans et
une action que moi je juge cérébrale en fait. C'est pas un shonen où il va y avoir des compétitions de force physique ou d'aptitude physique. En tout cas pour ça va plutôt être des duels d'intelligence et du jeu d'échecs, c'est-à-dire que qu'il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'adversaire qui et toujours penser son plan en pensant au coup qu'on va avoir d'avance quoi. Moi ce que j'ai apprécié aussi dans ce premier tome et dans ce premier chapitre, c'est qu'on est vraiment au même niveau que le personnage. J'adore être au même niveau qu'un personnage, en savoir au moins autant que lui. Et là, je trouve qu'il est efficace dans l'écriture sur ce premier tome, c'est que on découvre tout en même temps que Emma sur le même point de vue qu'Emma. Et je pense, après je m'avance peut-être, que c'est un procédé qu'il va utiliser pour peut-être changer d'arc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de point de vue, peut-être ça évolue sur une nouvelle. Du coup, on est allé aussi vite que Promise Neverland parce qu'on n'a pas dit. Enfin, on a dit c'était quoi la révélation, mais du coup. Quel va être l'objectif, on va dire, de cet arc? De s'échapper. S'échapper de cette orphelinat. C'est pour ça, il faut que ça soit vrai. Oui, c'est vrai. Oui, leur but c'est de s'échapper. Et alors là, ambiance de malade. Ils doivent s'échapper, ils doivent ne plus être du bétail, ils doivent survivre. Et puis ils doivent assimiler, ils doivent comprendre, ils doivent savoir où on en est, et ils doivent savoir si cette maman dont on parle, c'est quelqu'un d'allié ou d'ennemi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle est avec les démons et juger ses compétences, si c'est une ennemie ou une alliée, voilà. Et de toute façon, il grille assez rapidement que maman est une ennemie, parce qu'au moment de la découverte de la super chérie, c'est-à-dire que les enfants sont assassinés d'abord dans un premier temps, avant d'être envoyés aux démons, enfin pour savoir ce qu'il faut. Et c'est du bétail, c'est-à-dire que c'est un abattoir quoi. Enfin, on les met à l'abattoir. J'aimerais bien connaître les conditions d'hygiène de ce genre d'abattoir. le premier enfant meurt avec une rose dans son cœur, mais bon, on le met dans du formol, après j'ai l'impression, on le met dans une petite cuve de formol et après on l'expédie. Mais bon, en vrai, à ce moment-là, les enfants découvrent que maman est complètement au courant, vu qu'on lui passe déjà la commande des prochaines livraisons, des prochains enfants à livrer. Et c'est là que, en fait, on passe d'un cadre idyllique à un cadre horrifique. Très rapidement, parce qu'ils comprennent qui est l'ennemi, maman est l'ennemi, et moi c'est une des phases que j'ai préférées dans ce premier tome. Ça se passe au niveau de la page 99. T'as Emma qui se rappelle au bon souvenir de son ami qui vient de se faire assassinée, on va dire. Ouais, elle est encore, elle vient de découvrir le et là, t'as vraiment une mise en page qui passe d'une page à l'autre. T'as ce qu'on appelle un effet cinématographique, ce qu'on appelle un scare jump, qui est utilisé dans le langage cinématographique d'horreur, c'est-à-dire vraiment un sursaut où tu as maman, c'est toujours bizarre de l'appeler comme ça, mais t'as maman qui apparaît à côté d'elle avec des grands yeux et qui est en train de l'interroger, genre mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe Emma? Et ça, j'avoue que moi le twist a pas fonctionné sur moi, parce que le twist était déjà à moitié il était à moitié éventé déjà avec la communication et compagnie. Par contre, je me suis dit on est peut-être dans un manga d'horreur, et ça c'est un procédé, le jumpscare. C'est un procédé qui, pour moi, dans le manga d'horreur, ne fonctionne que très rarement. Parce qu'on n'est pas dans un film où tu peux jouer sur le son, où tu peux jouer sur le changement de plan. Et là, j'ai trouvé qu'avec le cadrage, en fait, de la page précédente, qui est très horizontale, qui se resserre au fur et à mesure, et la page d'après, tu tombes sur une pleine page avec un dessin qui est magnifique. Et qui est vertical. Qui est complètement vertical. Moi, ça a fonctionné chez moi. Mais ça, je pense que c'est un ressort qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma d'horreur aussi, qui joue vachement sur la suggestion. Parce que tu parlais de survival tout à l'heure, mais la grosse différence dans Promise Neverland, c'est avec un survival où vraiment les individus sont en danger de mort imminente et constante. Dans Promise, c'est pas le cas, parce qu'en fait la mort, elle leur est promise, sans faire de mauvais jeu de mots, à une échéance en fait. C'est-à-dire qu'ils le savent pas dès le début. Ils sont pas en danger de mort immédiat. Et du coup, en fait, l'horreur, elle est beaucoup plus en hors-champ en fait, parce qu'ils ont été témoins d'une chose, mais dans l'ensemble, l'horreur est en hors-champ. Et donc du coup, le jumpscare là marche parce qu'en fait, l'horreur devient le visage de maman et devient familier en fait. C'est-à-dire que maman, c'est un visage familier qui représente l'horreur qu'ils vont devoir. Mais c'est là où, dès cette page, dès le début, t'as une vraie opposition entre l'innocence de ces enfants qui avaient une vie magnifique, qui étaient heureux, qui pensaient être avec une mère aimante et avec cette maman aimante, face à l'horreur. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on dit pas, c'est que quand les enfants s'en vont,
qui sont donc livrés. Tous les enfants on leur fait doivent quitter l'orphelinat à 12 ans. Oui, et on leur fait croire qu'ils ont trouvé une famille d'accueil. Ouais. Il y a aussi ce procédé-là qui est... Bah, c'est le mensonge. C'est quoi. début, c'est sûr. C'est un mensonge. C'est ça, mais c'est tout ce qu'on peut, ce dont on peut avoir peur quand on est enfant, en fait. Bah ça, pour moi, ça a pas marché parce que l'enfant s'en va, mais un enfant que je ne connais pas, donc c'est pas très grave, tu vois, qui s'en aille. Mais ah là là, cagnard. Bah oui, non mais on est là pour dire ce qu'on a pensé des différents tomes. Mais pour moi, c'est vraiment des angoisses typiques de l'enfance. Enfin, on joue dans ce manga sur des angoisses typiques de l'enfance, la peur de la mort, la peur de quitter ses parents, la peur d'en trouver des nouveaux, la peur de savoir ce qu'il va y avoir derrière le muret de ta maison, ou il y a quelque chose derrière le mur de ton appartement. Et là, c'est derrière un mur, effectivement. Du coup, nous, en tant que lecteurs, on veut naturellement qu'il s'échappe, mais on a aussi peur d'en perdre en route. Enfin, nous aussi, après, en tant que lecteurs, on est placés dans la même situation. Ouais. Moi, ça me fait penser aux contes traditionnels. C'est le petit poussé, c'est tu vois, les enfants qui doivent échapper à l'ogre, qui doivent échapper, et ils savent pas par quelles épreuves ils vont passer. Absolument pas. C'est pour ça d'ailleurs que le titre il fait référence à l'univers du conte, Promised Neverland. Je pense que c'est aussi complètement, mais pour matérialiser ça. Oui, alors je sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais oui, c'est un Barry. Oui, Barry. Tu nous disais quoi du coup sur les contes? Pardon, désolé. Vas-y, continue. Non, que c'était vraiment une revisite de toutes ces questionnements qui sont enfantins dans la plupart des contes qu'on connaît. Mais un conte, c'est pas forcément destiné à un lectorat enfant, hein. C'est vraiment un récit imaginaire fait pour soit s'amuser, soit s'interroger. Et là, il y a les deux. Prévenir de potentiels dangers qui peuvent arriver aux enfants. Et là, il y a ça. Il y a le côté, il faut avoir comment dire, trouver les procédés pour justement leur apprendre la limite, à faire faut attention. Pas être con, quoi. Faut pas être con. Et ça tombe bien, ces enfants ne sont pas cons du tout. En tout cas, les trois personnages principaux. Les autres aussi, peut-être. On le découvrira au fur et à mesure, j'imagine. Mais... En tout cas, c'est un tome 1 qui va poser beaucoup de questions. En tout cas, moi, j'en ai plein. Il va poser beaucoup de questions. Vas-y, pose-nous tes questions, Maxime. C'est quoi ce monde? Dans quelle époque on est? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive à faire du bétail d'humains? Tu vois, mais là, moi, je rattache ça aussi au côté conte, qu'il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas d'emplacement géographique précis. C'est quelque chose qui est présenté comme idyllique. Tout le monde rêve d'avoir une famille aimante. Il fait toujours beau, et il y a toujours des choses à faire. Il fait toujours beau, c'est vrai. Comme une leçon générale qui peut convenir à n'importe quelle époque. C'est universel, quoi. Il y a ce message-là qu'effectivement, il y a une situation de base qui est présentée comme parfaite, et le total contraire arrive au bout de quelques pages, quoi. Mais du coup, ça serait quoi la morale de ce conte? Ne soyez pas cons, les enfants. Non, mais je pense que est-ce que c'est ne faites pas confiance aux adultes? Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, je pense qu'au bout du premier tome, tu peux pas savoir. Hein. Ouais, on va peut-être en reparler plus tard de ce que pourrait être la morale, parce qu'on va forcément l'appliquer à la société japonaise d'une façon ou d'une autre. Mais on en parlera peut-être un peu plus sur les conclusions sur le tome 5. Vous vous êtes pas du tout posé ces questions? Vous vous êtes pas demandé ce que c'était ce monde? Ça vous a pas interrogé, ce tome 1? Si, mais en fait, comme tu disais, comme on découvre les choses à hauteur de personnage, je faisais confiance quelque part aux auteurs pour nous l'expliquer petit à petit, et je pense que c'est aussi ce qui fait l'efficacité du manga, c'est justement que ces questions-là que tu vas te poser en même temps que le personnage, tu vas les découvrir avec lui. Donc en fait, que je me pose des questions ou pas, finalement, c'est pas important. Ce qui va compter, c'est la façon dont les personnages vont me faire découvrir ce qui se passe, quoi. Alors, moi je suis d'accord avec toi, sauf que en théorie, ça fonctionne, mais en pratique, ça a pas fonctionné sur moi, parce que encore une fois, je savais à peu près où on était, et que s'ils montrent ce cadre-là, ça veut dire que le cadre extérieur doit être différent, et que à la vue des monstres, et qui sont des monstres mais avec des sortes de masques et compagnie, forcément il y avait un problème de temporalité, c'était quasi sûr. Et je prends comme différence le manga L'attaque des titans,
Ouais. qui quand il commence, que beaucoup de fans de l'Attaque des Titans adorent. ah bah ça m'étonne pas. Et en fait le twist de l'Attaque des Titans est tellement plus ouf, je trouve, à hauteur, à échelle il gardée. arrive pas au même moment non plus, quoi. Il arrive tôt quand même. Le premier Titan, il arrive et c'était dans le titre en plus, l'Attaque des Titans. Mais oui, d'accord, tu parlais de. je parle où voilà, les mecs vivent entre eux et compagnie, travaillent très bien. Et là, d'un coup, t'as un Titan géant qui débarque et qui apparaît. Bon bah celui-ci, c'est pas qu'il y avait un goût de redite, mais il y avait un goût de ok, ça va pas, donc je pars du principe que tout ce que vous allez me montrer, c'est pas forcément la réalité sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais du coup, c'est quoi, tu t'es cru dans quoi? Dans un récit d'enfermement, dans un récit d'aventure? Bah alors ça m'a donné très vite, ça m'a évoqué très vite les codes du récit d'enfermement. Quand je parle de récit d'enfermement, je pense aux films type les Évadés, Midnight Express. Ouais, les films de prison, quoi. Enfin, les films de prison, c'est un peu les films de prison qui sont toujours des sujets qui sont traités de manière très adulte, surtout quand on parle de prison, tu vois. Oz par exemple, c'est une série très Oz, voilà, c'est un petit peu la même chose, sauf que dans Oz, ils essayent pas de s'évader. Enfin, au bout d'un moment, pas dès le début. Mais j'ai vraiment trouvé tous les codes du récit d'enfermement. Il y a l'injustice de l'enfermement de base des héros, c'est-à-dire ils sont là, ils vont être livrés. On comprend pas pourquoi eux vont être livrés ni rien. Il y a le rôle du geôlier qui est toujours horrible, que ça soit la ligne verte ou autre, t'as toujours un geôlier qui est dégueulasse et qui en fait 10 fois plus. C'est le truc du contrôle. Donc là, c'est maman. Là, ça ressemble très clairement à maman. Et il y a toujours la quête de liberté, de voir ce qu'il va y avoir au-delà des murs. Donc j'ai retrouvé ces petits codes, mais qui sont pour moi marqués très adulte. Très adulte, même pas seinen. Ouais, mais en général, quoi, très cinéma, très tout. C'est très cinéma adulte. Je me souviens pas de films d'enfants sur l'enfermement. Il y en a peut-être. Les Razmoquettes. Les survival. Ouais, mais déjà sur les survival, j'ai plus de mal. Non, parce que là, les Death Game, les Death Game, ce genre de choses. Oui, voilà, un Death Game, c'est autre chose. Parce que là, les personnages, donc ils ont maximum 12 ans, c'est ça. Et c'est 12 ans et moins. C'est ça. Là, c'est appliqué à un format jeunesse. Vraiment, c'est appliqué à des enfants. En dehors de ces Death Game, de ces survival, t'as quoi? T'as que des seinen en exemple? En manga d'enfermement, on est en train de créer des genres là, je vous le dis. Le manga d'enfermement, tu vois. Mais c'est beaucoup plus des seinen. Je pense à Rainbow chez Kazé, qui a un excellent manga sur des enfants qui vivent. C'est après la Seconde Guerre mondiale et le bombardement qu'il y a au Japon. Les enfants qui sont enfermés dans des travaux de camp forcés, tous les orphelins, et là tu as exactement ce truc là des enfants qui sont forcés de travailler. Ouh, c'est bien ça là. Mais c'est un super manga. Il y a Prisoner Riku qui s'apparente un peu plus à du shonen chez Akata, si je dis pas de bêtises, mais qui est quand même très très dur. Prison School, qui est, et j'en avais déjà parlé, et c'est marrant parce que ce temps-ci j'ai plein de fois de Prison School, qui très clairement est un manga d'enfermement, mais qui a décidé de jouer de ses codes avec du ecchi et avec ce truc de on doit quand même trouver une sortie. Ouais, il y a plus de malaise dans Prison School. Moi je trouve pas que c'est du malaise, je trouve que si tu sais que ce que t'es en train de lire et ce que comprend les codes de ce que t'es en train de lire, en fait c'est très détourné et c'est très drôle. Par contre, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que en shonen j'avais pas spécialement d'exemple. Après effectivement dans le manga c'est compliqué de trouver en shonen ce genre de récit, mais finalement moi c'est le premier ressenti que j'ai eu en lisant Promised Neverland, c'est que ça me rappelait toutes ces œuvres de la littérature young adulte où là pour le coup le récit d'enfermement a pas mal irrigué les récits, que ce soit Labyrinthe, Labyrinthe carrément, ou en français il y avait Métaux, je sais pas si vous voyez, c'est chez Syros, c'est pareil, des gamins qui sont bloqués dans une maison, enfin ils sont enfermés dans une maison et ils dorment dans des lits qui font une certaine taille, et quand ils ont trop grandi et que du coup la taille fait qu'ils cassent le lit dans lequel ils sont, ils sortent de la maison et tu sais pas où ils vont, et donc du coup c'est un peu, tu vois, le même genre de récit. Et là même si tu vois Hunger Games, Emma pourrait être une future Jennifer Lawrence. Ouais, voilà, après c'est toujours le nœud de ces récits là, c'était ok, le but c'est de sortir parce qu'ils sont enfermés,
mais qu'est-ce qui se passe dehors? Et en fait, bah, tout ça, c'est des. Je pense que ce genre de récit, ça s'applique aussi à la jeunesse parce que il y a cette espèce de métaphore du passage de l'enfance à l'âge adulte qui est toujours effrayant de toute façon quand t'es adolescent et que tu dois devenir un adulte. Bah, le monde des adultes, c'est un autre monde et tu sais pas ce qu'il est. Et il tu est disais tout à l'heure, quoi, quand on est enfant, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de sa propre en fait, maison, c'est ça, quoi. ça matérialise. C'est vraiment une métaphore. C'est il y a un mur, voilà, là tu vas passer de l'autre côté et l'autre côté, bah, ça peut être très effrayant. Donc c'est à toi maintenant de voir si t'as les armes pour affronter ça. Et c'est quand même une vision du monde. Bah ouais, mais quand on est enfant, c'est dur. Bah c'est souvent très dystopique au niveau de la young adulte. Young adulte, c'est souvent dystopique. Est-ce que ça voudrait dire que pour toi, c'est pas très original comme manga? Bah moi, j'ai trouvé ça original dans le sens où ça a pris ce type de récit qui était pour le coup, moi, que j'avais vu en tout cas personnellement que dans la littérature young adulte et qu'il y a appliqué des codes de shonen. Ça, c'est original parce que je l'avais pas vu. Mais après, le type de récit en lui-même n'est pas. Je vais pas trouver ça spécialement original, non. Cagnard, tu votes original ou pas original? Bah moi, je vote pas très original. Et effectivement, Labyrinthe, que j'ai regardé il y a quelques années de ça, le 1 en plus m'avait vraiment fait kiffer. Et j'ai eu ce problème de la sortie. Bah, une fois qu'ils sont dehors, est-ce que c'est aussi intéressant? J'ai eu très vite de la méfiance par rapport à ce manga. Et pour moi, c'était pas original parce que les codes des récits d'enfermement sont tellement communs à l'imaginaire collectif, que ça soit hors manga pour le coup, que en fait, moi je suis pas tombé sur le coup comme un Death Note. Oui, mais là c'est un shonen, mec. Bah voilà, la machine à shonen avait encore fait son boulot. Elle a pris un genre, et ça fait plus. Si vous nous suivez depuis quelques émissions, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Tu prends un code tu es un genre de récit, on va dire. Tu veux être sûr qu'il ne peut pas être appliqué à la jeunesse. Tu le passes à la moulinette du shonen. Amitié, effort, victoire. Amitié, effort, victoire. Et t'arrives au final quand même à un résultat qui fonctionne, quoi. Wow. Mais d'après vous, on est quand même pas limitrophe shonen seinen quand même. Un petit peu, non? Bah c'est compliqué parce que comme on disait tout à l'heure, voilà, ce sont des enfants. Mais on est que des adultes et on lit tous ce manga. Ah bah oui. Après, il y a également le trait qui est très enfantin. Moi, c'est ça qui m'a surprise. C'est vraiment le graphisme. Le traitement graphique. Ouais. Voilà, moi, j'adore le traitement graphique. Mais... Oui, mais qui pour moi est beaucoup plus proche d'un comics finalement que d'un manga. Il y a du design un petit peu comics. Il y a des infusions, tu vois. C'est vrai que après, il y a du bon design manga quand même. Ray avec sa mèche au-dessus de l'œil et tout, ça, tu l'as vu 10 000 fois. Le Emo Boy. Non, mais ça dépend. Après, moi, c'est bizarre parce que c'est un tome que j'ai trouvé à la fois hyper rapide, ce qui est le propre du shonen publié en hebdomadaire, tu vois, et je l'ai trouvé hyper poussif. Hyper poussif dans... on vous explique comment ça se passe quand on est enfermé, c'est pas facile. Quand on est enfermé et qu'on veut sortir, c'est pas facile. Il faut élaborer des plans. Il faut élaborer des plans. Et en fait, très vite j'étais là, et c'est tout simplement pour ça que ce titre n'est pas adressé à moi spécifiquement, on va dire à Cagnard, tu vois, vraiment spécifiquement, parce que j'étais là, ça je connais. Oui, je connais déjà. T'as vu une mécanique se mettre en place. J'ai vu une mécanique que j'ai vue dans Labyrinthe, que j'ai vu dans d'autres. Ouais, t'avais pas le temps, quoi. Tu sais quoi, je vais même vous parler de Papa Schultz, les gars. Papa Schultz. C'est une série comique. Ou Chicken Run, on parlait de Chicken Run. C'est une série comique d'enfermement, tu vois. Donc, c'est des mécanismes. C'est pour ça que je parlais de l'imaginaire collectif, où si t'as déjà vu quelques films et compagnie, tu connais. Tu sais comment ça se passait, donc en même temps c'était rapide et en même temps j'avais envie que ça soit beaucoup plus rapide et qu'on arrête de me prendre pour un gosse. Sauf que c'est adressé aux gosses à la base. Avant de passer au tome 2, vous préférez un extrait de Papa Schultz ou de Prison Break? Oh, Papa Schultz. La grande évasion, mets-nous la musique. La grande évasion. Ah mais oui. On passe au tome 2 alors. Tout ça là. Alors ça c'est pas Papa Schultz. Non, c'est la grande évasion. Non, ça c'est la grande vadrouille. Non, c'est la grande. Oui. Mais c'est pas les mêmes films, ça. Genre en titre belge, les titres français. Québécois. Ah, Morgan, vous vouliez me voir? Absolument, colonel. Je voudrais vous communiquer quelques revendications de mes hommes. Je vous écoute. Nous réclamons la permission d'installer un golf miniature dans l'enceinte du camp. Pas question, c'est un truc pour creuser un tunnel. Nous voudrions aussi avoir 2 tranches de pain au lieu d'une. Pas question.
Eh ben ça, c'était la partie facile. Nous demandons la permission de laisser entrer dans le stalag quelques femmes pour animer nos soirées du week-end. Ça, c'est merveilleux. Les gars vont être très contents. Je n'ai jamais dit que j'acceptais, colonel, des femmes dans un camp de prisonniers, mais c'est surréaliste. Absolument surréaliste. Mais où est votre sens de l'humour? On arrive au tome 2. Dans ce tome 2, le trio phare. Norman, Ray, Emma continuent d'analyser les moindres faits et gestes de maman afin de trouver une porte de sortie pour sauver le monde. Non, pour sauver tout le monde. Enfin, leurs frères et sœurs. Sauver le monde. Et peut-être le monde, peut-être plus tard. le monde, tandis que le premier tome posait donc les bases, ce qu'on vient de voir, et il dévoilait le véritable objectif de l'orphelinat. Ce deuxième tome marque le vrai début de l'aventure, le vrai début du plan. Et il marque aussi l'arrivée d'un nouveau personnage. Ouais. On se moque pas de nous, hein. Là direct on nous met l'arrivée d'un personnage, c'est la sœur Krone. Pourquoi elle arrive là? C'est quoi l'intérêt du personnage de Krone? C'était vraiment bizarre quand même comme timing. Non, mais c'est surprenant. Ouais, moi j'ai été très surpris. Si, il faut créer des nouveaux enjeux parce que dans ce genre de récit, tu vas être très vite confronté à une problématique qui est la répétition des mécaniques. Ouais. Et si tu veux que ça tienne longtemps, on s'entend, mais je veux dire que ça tienne quand même sur la longueur et que tu continues à nourrir l'intérêt des lecteurs, il faut que tu mettes des nouveaux enjeux et un nouveau personnage. Il n'y a rien de mieux pour créer des nouveaux enjeux. Pour relancer. Et après, il y a un élément qu'on a oublié de préciser dans le tome 1, c'est que autant les enfants ont grillé ce qui allait leur arriver, mais techniquement maman a aussi des grosses suspicions sur ses enfants, parce que c'est les plus âgés, les plus intelligents. Mais du coup, si tu veux ne pas avoir à mettre maman trop vite en action, c'est bien d'avoir un personnage transitoire avant le maman, boss, quoi. Avant le big boss. Ouais, ça ferait un boss de mini-niveau, quoi. Voilà. Un boss de mini-niveau. Et en plus, t'as l'arrivée de Sœur Krone qui, quelque part, est très utile parce que ça te donne une indication en plus sur l'organisation de l'orphelinat. Parce que Sœur Krone, elle arrive. Et autant elle arrive comme une espèce d'assistante, mais très vite tu comprends que en fait il y a de la fight entre les sœurs aussi, et que si elle peut piquer entre les mamans, mais on l'appelle jamais maman Sœur Krone. Mais oui, parce que justement elle veut devenir maman. Krone, oui, pour l'instant les sœurs. Et puis d'un point de vue caractérisation du personnage, design et tout, elle a aussi un truc, pour revenir à ce que disait Julie sur le conte. Sœur Krone, c'est un espèce d'ogre, tu vois, elle est vachement massive, elle est plus balèze, elle est beaucoup plus effrayante directement. Elle a un sourire tout en dents, alors que noire, maman. Non, mais ça après. Mais faut le dire. Tu nous fais une Johnny là. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus effrayante tout de suite que maman, qui est plus effrayante sur ce qu'elle représente, mais elle-même n'est pas effrayante. C'est une fille qui présente bien. En fait, elle a tout d'une maman parfaite, tu vois. Mais l'intérêt c'est vraiment juste de faire un boss de mi-niveau? Non, moi je pense pas, parce que déjà en fait elle arrive. Donc du coup, elle mine de rien, vu qu'on entend ses pensées, enfin on peut lire ses pensées, on comprend qu'il y a de la rivalité entre les mamans, les sœurs. Elle est ambitieuse. Elle veut être maman. Et qu'elle allait prendre d'un coup, tu te dis que c'est censé être un obstacle supplémentaire pour les enfants, parce que maintenant elles ont 2 geôliers et plus qu'une. Mais en fait, en faisant ça montre une faiblesse aussi du côté des mamans, c'est-à-dire on peut-être en utiliser une pour contrecarrer l'autre. On peut jouer avec. Moi, il y a un mot qui m'est venu, tu vois, quand j'ai vu ce personnage arriver, c'est le terme mascarade. C'est-à-dire que là, tu comprends à quel point tous les persos ont des masques et qui s'amusent sans arrêt à l'enlever, le remettre, l'adapter en fonction des situations et en fonction des interlocuteurs. Et ils jouent tous pour leur gueule. Ah ouais. Elle est très burlesque, elle est très Joker, tu vois. Mais après c'est aussi tout simplement un élément perturbateur, c'est-à-dire qu'il perturbe l'intrigue, il perturbe les gens qui sont dans l'intrigue, il perturbe le lecteur, et du coup le lecteur il a envie de il a envie de savoir il y a un autre truc qui m'a perturbé, moi, c'est le jeu du loup. Mais pourquoi ce jeu du loup? Pourquoi t'es scénariste et auteur, pourquoi tu vas chercher le jeu le plus basique, le plus connu des jeux pour enfants? Moi ça m'a fait, en fait j'aurais bien aimé avoir tu vois, un regard sur comment c'était traduit, parce que quelque part t'as l'impression qu'il joue plus à cache-cache. Enfin c'est un mélange entre le jeu à chat, mais j'ai eu un peu le même effet. Le loup c'est chat, hein. Moi j'ai jamais joué au loup, moi. Le loup c'est comme chat. C'est comme jouer à chat. Pourquoi ils ont pas dit jouer à chat du coup? Attends, chat c'est quand même beaucoup plus connu que oui. Ouais, moi j'ai joué à loup.
Ah, mais moi, je jouais. t'habitais où À la campagne, là où il y a des loups. On vous faisait gaffe à faire attention aux loups. T'étais dans le Périgord, je sais pas. Nous, il y avait des loups, c'est plus rien. C'est toi le garçon qui crie au loup. Bon, le jeu du chou, du loup. Le jeu du chou. Le jeu du chou. Ah, voilà, là, vous m'avez piégé, plus bravo. dans la campagne, là, vraiment. Attention aux choux. Là, Il y a des on la conseille dans une campagne un peu chelou quand même. C'est super violent le chou. Le jeu du chou. Le jeu du chalou. Le jeu du chalou. Non mais ça vous a pas bloqué, genre je suis dans un manga et on me parle de chat, de loup. Bah tu reprends le code de l'enfance, c'est un jeu. Oui, voilà. Tous les gamins ont joué à ça. Moi, ça m'a donné un côté international. Je me suis dit que s'ils prenaient un jeu japonais qu'on connaît pas, et ce manga a quand même pas mal de références occidentales. Oui. Dans Le jeu du sur Neko. plein Bah d'endroits. oui, déjà Grace House. Mais voilà, j'ai pas joué au jeu du Neko, moi, j'en sais rien. Tu vois. Mais moi, j'avoue, j'ai juste vu ça comme une adaptation. Une ouverture. Pour ajouter Pourquoi au propos universel, quoi, c'est que tu Oui, prends un et jeu puis que tous les c'est- gamins du monde ont joué, quoi. C'est bien connu que dans la nature aussi, les petits animaux apprennent à chasser en jouant à chasser. tu vois, ouais, il y a ça et puis il y a ce jeu de la proie et du prédateur, et Exactement. c'est le principe de. Bah, de toute façon, ça va être C'est que c'est ce les jeu, proies, les enfants. Ce quoi. petit élément là Ouais. qui paraît débile au début, il va être super important après. Et ça, je suis d'accord parce que c'est un manga où il y a beaucoup de conciliabules entre les persos. C'est-à-dire, ils se réunissent, ils réfléchissent entre eux, ils disent un tel a pensé ça, qui a pensé ça, qui a pensé ça, donc faut que nous on dise ça maintenant et compagnie. Du coup, on tombe sur un manga où ça peut potentiellement manquer de rythme. Et du coup, mettre dans ce tome 2 ces parties de loup, mine de rien, ça te donne des phases de course-poursuite en plein manga. Et par contre, c'est quelque chose que je reconnais pas dans les codes des récits d'enfermement. Ils ne courent pas à s'évader. Ouais, bah ils non, ne tentent ils ont pas pas- de ils ont pas la place déjà, Ils ont pas la quoi. place de le faire. Il y a un petit côté, tu sais, c'est cardio training pour enfants de 12 ans. Quoi. Tu sais quoi, on dirait un cardio training pour entraînement de Shonen Jump. Genre, Mais sauf que sérieusement en termes de mise en scène c'est super. Ah bah oui. Ce jeu du loup, du chat, du chalou, c'est génial, c'est génial en termes de mise en scène. Il y a Tu aussi- peux faire des courses, tu peux faire de l'action dans un manga où il y a zéro action. Il y a le côté ironique vis-à-vis du démon. Derrière, qui veut non seulement un produit de qualité, et donc qui a été élevé dans avec des bons muscles, voilà, et et avec qui des soit bons muscles, Mensana a incorporé Sano, tu vois. Alors, il bouffe pas de la merde. On est d'accord. Tu les fais courir, et limite, tu sais, ça peut un peu rappeler Ah oui, les poulets de Goku et batterie, Krillin tout quand ça. ils sont tout petits, et qu'on leur fout les carapaces sur le dos, et qu'on leur dit faut courir, faut sauter, faut. Et après, on leur fait du si cardio c'est shonen, quoi. sur le choix de ce jeu en particulier, je pense que c'est tout simplement à portée symbolique, quoi. De toute façon, c'est un manga, il y a beaucoup de symboliques. Mais je crois qu'on vient d'inventer le cardio shonen. Le cardio shonen. Je crois qu'il y a peut-être un nouveau sport. cardio training pour shonen. Le cardio shonen. Il y a un autre truc dans ce tome 2, c'est l'affaire de la taupe. Ah ouais. Ça va vite, ça aussi. Hein. Ouais. Ça va très très vite. Je m'attendais pas à voir une taupe aussi rapidement. Et tu t'attendais à avoir une taupe ou pas? Bah, c'est le genre de manga où tu dis qu'il peut y avoir une taupe. Ouais. Très clairement, ils sont trop nombreux, c'est des enfants en plus, on peut en faire ce qu'on veut. Enfin, ouais, vite Maxime dit, hein. dévoile son vrai visage. C'est des enfants, ils sont trop nombreux. non, mais c'est un ressort Quand il y en la a taupe, un, c'est ça un va. ressort classique. On l'a vu à la Coupe du Monde 2010, on l'a vu dans le Shonen. Non, mais alors, moi, je suis très content. J'aime bien les ressorts. J'aime bien quand on me Ah bah on oui, me si donne c'est bien fait. le salade tomate oignon, tu vois. Mais dans le tome 1, il paraissait trop pur. Il fallait en mettre un peu salaud. Et le un fait peu que ce soit stratège, ce quoi. personnage-là en particulier. Bah, moi, ça m'a donné de l'empathie pour lui. Je l'aimais Ouais, mais bien. c'est un peu. Enfin, limite, c'est cliché que ce soit lui, quoi. Enfin, Ah oui il y avait. Ah ouais Ça pouvait être Bah, que que la lui. taupe Et soit pourquoi aussi pas proche Phil d'eux. Le petit fil, quoi, sérieusement, ça aurait Ouais, pu être lui, mais- tu vois, il a 4 ans. Ça aurait été bien tu vois, pervers. tu vois, comme par hasard, la taupe, c'est le mec ténébreux, quoi. Enfin, il y a un truc. qui est un oui, peu- mais Mais toi, c'est- t'aimes pas les émos. Non, c'est pas tout. ça, mais c'est. J'aime Mais beaucoup Ray, le Il y avait personnage. pas, il y avait mais- pas le choix entre les trois persos. À la base, ils sont en train de se demander qui est la Oui, taupe c'est vrai, de c'est vrai. tous les persos, et ils se demandent un peu est-ce que c'est cercle proche, est-ce que c'est les Et comme petits, par hasard- sans s'en rendre compte. Bah, j'avoue que Et moi, là- ça C'est l'un m'a- des trois qui a fait. Et je le- veux pas dire, mais ça tourne un peu au tournoi de Kiki quand même, à ce moment-là, entre Norman et Ray. Parce que, et clairement là, Emma, elle est plus dans la course à savoir qui est la taupe ou pas. C'est vraiment Norman qui a des suspicions, Oui, qui va le piéger. Oui, et normal. Ouais. Emma, elle est, Donc, elle est un peu Oui, mais Emma, elle Elle fait potiche autre dynamique, chose, quoi. elle fait autre chose. Elle à a côté. une autre vision en fait. À ce stade du manga, Emma, elle a un peu tout droit, quoi. Ouais, elle est un peu straight. Elle a un peu court tout droit et Et il faut partir. et voilà. Et c'est Norman qui
fait c'est toute pas la son stratégie. plan, quoi, ouais, c'est voilà, on n'est pas normal, encore sur le plan d'Emma. Ça va se révéler Moi, plus j'avoue tard. que je l'avais pas senti venir cette révélation. Enfin, le truc du traître, je l'avais senti venir, mais pas dans le cercle proche. Donc, quand je dis proche, c'est des 3 persos. Et quand je l'ai découvert, j'ai été étonné. Mais ce que j'ai eu un petit peu plus de mal à avaler, c'est le côté machiavélique quand il dit oui, la taupe c'est moi. D'un coup, il a les sourcils qui froncent vers le bas, et le gars a l'air d'être, tu sais, Mad du Dr Gadget, quoi. C'est vraiment genre bien évidemment. Et puis surtout, il y a quand même un truc de oui, la taupe c'est moi, mais en fait, je suis pas vraiment une taupe, Bah oui, je suis un peu votre ami quand même. Non, mais Enfin, il y a c'est ce ça, truc tu vois. qui Agent double. est tout à fait. Pour moi, il y a un problème, c'est genre. quoi. Il dit que c'est la taupe, et d'un coup, t'as l'impression qu'il est machiavélique, le mec. Mais sauf qu'en fait, il faisait ça pour eux. Bah, du coup, je comprends pas pourquoi t'as fait le gars machiavélique, c'est ton pote qui est en face devant toi, tu vois. C'est vrai bon. qu'ils se prennent le chou quand Dis-lui, même. tu vois, C'est dis-lui le jeu du direct. chou, Et on ça, le je trouvais que trouve c'était là. ça, je trouvais que c'était un effet pour rien. Tu vois, le côté de l'avoir. Mais comme j'ai eu la même chose quand on découvre que maman est machiavélique, d'un coup, elle devient machiavélique. Ouais. Alors à un que moment ça, donné, pour moi, c'est un peu too much, tu vois. Allô, on est dans un manga, faut savoir poser. Oui, mais Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, mais tu peux laisser flotter un peu plus, tu vois. Tu peux Ouais. laisser flotter en faisant maman qui reste quand même hyper, parce qu'on a plein de phases où on voit maman qui est très amoureuse des enfants, qui les aime et Amoureuse tout. des enfants. Bah non, mais qui les aime, Oui, quoi. bah oui, elle est dans son rôle de Et là, maman. d'un coup, dès qu'ils disent Même c'est plus elle. tard, pour moi, je pense qu'elle les aime. Oui, quand non, même. mais ça, on le verra après, Oui. tu vois. Mais et pour moi, il y a vraiment un côté noir-blanc. Genre, je suis méchant. Bon, bah, j'ai les sourcils vers le bas. Non, mais en fait, je vous aimais bien. Bon, bah, c'est bon, mes sourcils ont remonté. Alors, ça va, on peut faire un peu de gris aussi, tu vois, c'est possible. À ce stade Ouais. du manga, comment vous êtes attaché au personnage, Robin? Toi, c'est. Bah moi c'est un des principaux problèmes de ce manga. Alors là c'est plus une critique générale que j'aurais, mais c'est un manga où j'ai vraiment énormément de mal à m'attacher au perso. Et je pense que c'est lié à sa intrinsèquement ce qu'il est, c'est que c'est un manga qui est tellement mécanique, mais une mécanique très efficace. Tu vois, je lis sans déplaisir et tout, et il a une mécanique de narration qui est hyper efficace, mais qui s'attarde sur, pour moi, ce qui fait la force principale des mangas, c'est les personnages. En fait, les personnages ne sont que des moteurs d'intrigue, ils sont Ouais. pas tu vois, Ils sont des rouages. c'est ça, ils font partie du rouage, parce que l'intrigue c'est vrai qu'elle est ficelée, Elle est il y a des huilée, rebondissements, elle est huilée et tout, mais du coup les personnages mais si ce n'est en fait les personnages auxquels je m'attache, c'est les antagonistes, c'est genre Maman ou Krone, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est des personnages qui ont du relief en fait, c'est les antagonistes Oui, mais- qui ont du relief. Sans faire de ces personnages des rouages, la suite ne serait peut-être pas la suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu mises, Non, mais tu mises beaucoup, on va dire. Faut ouais. miser. Ah, bah, Parce que c'est compliqué un manga où là on parle du tome 2, mais on a lu jusqu'au 5 et mon point de vue il a pas spécialement changé Ouais. après avoir lu la suite. Tu vois, je veux dire, un manga où au tome 5 je me suis pas encore vraiment attaché au perso. Là, c'est marrant, moi je me suis attaché beaucoup plus. Je me suis détaché, attaché, rattaché. Ouh là là. Détaché. Cagnard, comment tu t'es senti par rapport au personnage? Bah, je suis un peu comme Attachement, Robin, à ce stade Non. à ce stade, toujours pas d'attachement, parce que tous les persos, pour moi, ils sont traduits par un seul trait de caractère. Du coup, je vois pas des humains. Je vois un trait de caractère qui aide l'avancée du scénario, mais pas un humain qui peut réagir de manière un peu inattendue ni rien, tu vois. Et c'est pour ça que je disais, le moment où Ray annonce que c'est lui le trade, c'est genre waouh, c'est moi Fantomas. Oui, c'est ça. Ah, il y a un peu ça. Bah, d'ailleurs, C'est ouais. ouf. Julie, toi t'es. Bah, pas vraiment Non, d'attachement. Ah ouais, non donc plus, quoi. personne en fait. Non. Mais on est Mais- attaché à mais parce l'histoire, que- tu vois. Mais moi je Par pense contre, oui, que l'histoire, c'est parce que justement les enfants sont Bande de un peu sociopathes. trop parfaits. Oui. Et ils sont parfaitement dans leur rôle d'enfants intelligents, d'enfants combatifs. Tu vois, il y a peu de failles hein, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, ce second tome permet d'inscrire Promise dans la case des mangas à théorie. Ouais. Mais où La peut-être où justement la théorie et l'histoire prévaut par rapport aux Sur personnages. les personnages, ce qui est rare, peut-être, parce que je suis d'accord, c'est rare. Hein. pour faire une bonne histoire, pour faire du bon marketing, il faut des personnages forts. Et la preuve au tome 2, j'ai toujours pas fait la différence entre les trois persos, tu vois. je les caractérise par leur caractère, non, mais pas c'est- par c'est vrai, c'est vrai. ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Après, la force, ça peut être le concept. Le concept, il peut prévaloir sur les personnages. Il y en a un qui se détache. C'est Emma. Bah Emma, elle se Emma, Emma en même temps c'est ouais. l'héroïne. Moi, Parce pas que- vraiment non plus. Ouais, mais- franchement. Bah pour moi c'est Emma clairement l'héroïne, hein. C'est elle qu'on voit au début du manga, c'est elle qu'on voit à Celle la qui est fin sur des la couve, tomes, hein. c'est elle qui est sur la couve. D'ailleurs vous remarquerez, pensez à enlever les jaquettes quand vous avez les couvertures Ah des non, j'ai mangas. jamais fait ça. Sur le tome 1 sur le tome 1 du manga, il est à l'autre bout de la Bon, pièce. c'est pas grave. Sur le tome 1 tu as maman enfant.
Bah tu vois ça, alors tu sais quoi, tant mieux, parce que moi je l'ai vu que beaucoup plus tard ça. Je l'ai vu. Voilà. J'ai vu beaucoup plus tard. Quand je dis manga à théorie, je dis manga où on peut faire des plans sur la comète, tu sais. Enfin, moi j'adore ça. J'adore finir un manga et faire t'as vu, parce que ça se trouve c'est ça, et ça se trouve en fait, les démons, c'est des humains cachés en démons, et en fait ça se trouve c'est des chats. On sait pas. Des chaloux. Peut-être c'est que des chachous. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est un manga qui est lostien dans les lignes, sauf que à la différence de Lost, épisode 1 j'étais déjà attaché au perso dans Lost, et c'est ce qui a fait que j'étais à 100%. Mais il y avait plus de scénaristes aussi. Parce que la construction narrative de Lost, c'était chaque épisode te présenter un perso, son background et machin, et là mais je suis d'accord, c'est un manga, là c'est des enfants, ils ont 12 ans donc ils ont pas encore. Et tu vois, je prends un autre manga énigme où on avait beaucoup discuté entre nous, c'était To Your Eternity, savoir mais où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et compagnie. Ouais, mais on est tellement attaché au perso déjà. Même des persos que t'as vu 2 pages, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps on s'amusait à chercher des héritiers aux auteurs. On cherchait l'héritier de Kishimoto, l'héritier de Oda et ainsi de suite. Et à un moment donné, moi j'ai dit, j'ai un héritier pour Togashi, j'ai un héritier pour Hunter, c'est Promised Neverland. Non, il n'y a pas un peu de, il y a pas des petits côtés de Hunter. Non, oui. Il y a clairement des. Je dis pas que c'est la même chose. Les intrigues à tiroir, le côté psychologique. Mais là, on parle d'assimilation de quelque chose. Mais on est œuvre héritière parce qu'ils sont 2, si je m'abuse sur. Ils sont 2, dessin. Ce serait plutôt le scénariste qui serait proche des idées de Togashi. Mais ça manque de charisme. Moi, j'étais absolument pas d'accord avec toi quand tu l'avais dit, parce que je l'avais lu que le tome 1 et ça m'avait fait. Parce que t'aimes bien être pas d'accord avec moi. J'aime bien être pas d'accord avec tout le monde, pas que avec toi, parfois même avec moi-même d'ailleurs. Avec les chats non plus. Mais j'avoue que dans ce tome-là, il y a un passage qui m'a rappelé instinctivement Hunter. C'est le moment où Emma découvre que c'est Ray, on est d'accord, Ray est un traître, ouais c'est ça. Non mais genre, vous voyez, j'ai encore les persos, mais non, en vrai j'ai encore un peu. Mais moi aussi, attends, l'autre fois c'est sur Norman, j'ai bloqué chez. Attends, le blond, comment il s'appelle? C'est Ray ou Norman et tout. Et bon, Emma découvre, on lui annonce que Ray est un traître. Elle a pas l'air si étonnée que ça. Non. Elle est là genre elle s'en fait pour lui, genre mais mon Dieu, ça a dû être horrible pour toi et compagnie. Et là d'un coup elle dit mais alors, pour toutes les infos que t'as emmagasinées, t'as dû sacrifier beaucoup de personnes. Et là j'ai vraiment vu une corrélation très proche avec Gon dans Hunter, dans la manière d'être très franche et directe, innocente et t'as limite l'impression qu'elle lui tient le bras en le serrant, genre par contre tu me promets que maintenant tu ne sacrifieras plus personne. Oui, mais là où chez Togashi elle lui aurait pété le bras, en le serrant, parce que ça me rappelle. Là, il le fait pas. Ça me rappelle le passage où Gon il veut ramener à la vie Kaito, qui a été tué par les Chimera Ants. Alors désolé, là on spoil un peu Hunter en même temps. Et du coup il va demander aux Chimera Ants Neferpito de le ramener à la vie. Oui. Et tu vois qu'il y a de l'innocence dans le sens où il croit ce que Nefertito lui dit, elle peut le ramener à la vie. Il en est persuadé, mais en même temps il lui montre un regard de si tu me mens. Je vois ce que tu veux dire, c'est genre une espèce de pureté dangereuse quoi. Enfin, un c'est truc genre pureté mais trop pure, comme une colère froide. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Et là pour la première fois, et c'est pas un passage que je trouve magnifique, mais comme ce passage que j'ai trouvé dans Hunter, mais je me suis dit il y a elle a un truc de Gon un peu, ce perso, genre elle est tellement candide, elle est tellement bête qu'elle peut vraiment aller au bout de sa candeur, tu vois, genre elle l'assumer jusqu'au bout, et ça devient dangereux. Et elle est bête sans être bête. Enfin, elle est bête sans être bête. Mais c'est là où ça devient dangereux, c'est là que Gon devient dangereux. C'est quand il assume sa candeur trop loin. Et c'est la conclusion de ce tome 2. Tome 2. Vous vous trouvez en ce moment sur une petite île d'à peu près le double de la taille d'Alcatraz. Et ça en face, c'est votre île. Celle que vous avez appris à aimer. Je voulais seulement que vous sachiez qu'il n'y a nulle part où aller. Alors tout ce cirque, c'était pour que je reste dans ma cage? Nous l'avons fait parce que le seul moyen de gagner le respect d'un arnaqueur, c'est de l'arnaquer. Vous êtes plutôt doué, Sawyer, mais nous sommes meilleurs. On parle
parle du tome 3 de Promise Neverland et on découvre dans ce tome 3 en même temps que Don et Gilda la pièce secrète de maman. Bah il y a 2 autres enfants donc qui oui, s'appellent déjà il y a Don et Gilda. Oui mais alors normalement les gens ont lu à ce niveau-là le manga. Ils sont pas en train de boire nos paroles genre mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui sait Et donc suite à la découverte, cette découverte tout s'enchaîne très vite. Ils mettent au point le plan d'évasion. Il y a Sir Crone qui est derrière leur dos. D'ailleurs c'est un peu le personnage principal du manga, Sir Crone. On voit un peu qu'elle. Ah bah ouais, et puis là moi je trouve que plus que dans le tome 2, on voit à quel point elle représente tout ce qui est un obstacle pour la réussite de ce type d'évasion. Parce que c'est le personnage qui est hyper expressif, impulsif. Je suis en concurrence avec le chat. Non, mais le chat tente de faire échapper les croquettes. Donc on disait, elle a une espèce de folie meurtrière. Robin il parlait d'ogre tout à l'heure et c'est exactement ça. On sent qu'elle a tellement d'ambition que finalement ça peut que foirer quoi. Mais en même temps je trouve que ce personnage là il prend du relief aussi, tu vois. Là où t'avais l'image que de l'ogresse avant, là dans celui-là on commence à avoir un personnage plus machiavélique, plus nuancé, plus complexe. En même temps elle a pas les bons outils, elle a pas les bonnes compétences et du coup les enfants qui sont plus matures vont avoir l'ascendant sur elle, tu vois, parce que eux ils portent tout le temps leur masque d'enfant. Et même quand ils lui laissent entrevoir qu'ils sont au même niveau, qu'ils savent à quoi ils vont servir et ils ont des ambitions qui sont pas les mêmes. Pour toi, les enfants à ce stade sont plus matures que ah oui. Enfin, je veux dire, psychologiquement. Non, elle les bat. Ouais, à un moment, elle les banane quand même. Et elle leur donne une leçon d'ailleurs. On parle de maturité, hein. Ouais, pas de baston quoi. Non, mais je veux dire, elle leur donne une leçon en leur disant c'est pas que en fonction de ce que vous dites, c'est en fonction de votre comportement, de vos gestes, Oui, mais alors ça, à la rigueur, moi j'ai pas compris parce que c'est limite plutôt une espèce de coup de pouce involontaire, tu vois. Ouais, mais elle va leur en donner d'autres. Ouais, voilà. Donc il y a le côté, effectivement, il y a le relief du. On en apprend un peu plus sur les matones, hein, parce que pour moi, moi je peux pas appeler ça des mamans, mais qui ont pareil un regard finalement. Elles sont dans un système qu'elles approuvent, mais quelque part, elles subissent et elles peuvent pas s'empêcher de penser et si. Et ça c'est intéressant. Il y a un truc qui m'a choqué, le mot est peut-être un peu fort dans ce tome, c'est déjà le tome que moi j'ai le moins apprécié pour l'instant sur les 5 premiers, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de répétitions, on récapitule les choses, on nous répète, on nous rabâche. Ça m'embête et en même temps je me dis, est-ce que les auteurs ont le choix? On est dans un magazine de prépublication hebdomadaire, moi, c'est un reproche, c'est pas un reproche à la fois. C'est aussi que la timeline, la chronologie du récit est vraiment très alambiquée parce que chacun a un aparté. Enfin, c'est toi qui parlais de conciliabule, pardon. Et du coup, ils sont obligés de les réintégrer dans la chronologie du projet Évasion, quoi. Et donc, forcément, tu repasses par les mêmes cases. C'était à ce moment-là qu'il s'est passé ceci et ainsi de suite. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, non mais j'en reviens, genre c'est un défaut et en même temps est-ce que les auteurs avaient le choix, quoi, vraiment? Est-ce qu'ils ont le choix? Oui, parce qu'ils ont toujours le choix. Et en plus, dans le cas présent, c'est prouvé par la suite qu'ils auraient pu faire sans. Je sais pas. Là, en vrai, ils répètent certaines choses qu'on n'était pas obligés. C'est important d'avoir des tomes plus faibles. Oui, alors, tu sais quoi, en plus... C'est pas important, c'est que c'est inévitable. Oui, c'est inévitable. Mais rarement dans les tout premiers tomes. Là, c'est le troisième. Rarement dans les tout premiers tomes. Pour moi, les premières faiblesses, elles doivent arriver dans un excellent shonen. Hein. Pas un shonen parfait, ça n'existe pas, mais dans un excellent shonen. Pour moi, les faiblesses, elles arrivent au tome 13-14, la plupart du temps. Ah bon? Quand les premiers soufflets retombent, tu vois. Après, ça dépend du rythme de narration. Genre là, on est sur un manga qui pose très très vite les choses. C'est un manga qui va aussi très très vite. Ouais. Du coup, il s'essouffle aussi peut-être très très vite, parce qu'il s'est peut-être très très vite aussi retrouvé un peu au pied de son mur. Et il repart aussi très très vite. Et il repart très vite. Moi je reste sur cette idée et il y a pas longtemps il y a une étude qui est sortie pourquoi les enfants récupèrent plus vite et qu'on est tout le temps crevé quand on joue avec eux. Mais parce que vraiment ils récupèrent
je sais plus quel était le chiffre exact, mais enfin comme des athlètes quoi, incroyablement vite. Alors, je crois que t'es sur ce rythme-là ils sont toujours sur le truc d'après, et alors que toi t'es là, je reprends et en mon fait souffle. non, ils sont déjà en train de courir. Mais je crois que c'est parce qu'ils sécrètent pas d'acide lactique ou un truc comme ça. C'est pas un délire comme ça, genre. Bah oui, le truc leurs qui nous muscles fait sont souffrir, pas eux, ils encore le formés, quoi. sécrètent pas. Mais ça, tu le vois là, la saison de biathlon a commencé. J'adore le biathlon. Et là, on voit toujours Martin Fourcade, qui est quand même le champion de tous. Il va y avoir un manga sur Martin Fourcade normalement. Normalement. Il devrait y en avoir. Et en fait, à la fin de ces courses de ouf où il bat tout le monde, il continue en fait à faire des cercles, à faire des ronds pour le lactique justement. Pour que ça continue à tenir. C'est ça. Après, il y a peut-être un truc parce que bon, moi je vous l'ai dit, ce manga, je l'ai très vite rapproché des récits d'enfermement. Et il y a une répétition qui vient peut-être du fait qu'il y a une différence par rapport quand on lit Promised Neverland par rapport aux récits traditionnels des récits d'enfermement. C'est que si on prend la ligne verte ou autre, la prison, la cage est un élément très clair, très qu'on voit vraiment dans le récit. C'est des récits où les personnages sont enfermés et doivent s'échapper. Et c'est une punition. Enfin, et c'est vraiment une pour une raison à proprement parler. Alors que là, c'est vraiment différent parce qu'on est dans une thématique qui est un peu plus comme celle de Matrix. C'est-à-dire, c'est une prison. Illusion. C'est une illusion de prison. Une illusion de liberté. C'est une illusion de liberté. Oui, de belle vie. Et puis surtout, c'est une prison pour laquelle ils n'ont pas de raison d'être. Enfin, voilà, si ce n'est que le monde est fait comme ça, en fait, il n'y a pas de raison qu'ils soient dedans. Et là, en fait, on arrive peut-être à un deuxième niveau de connaissance. C'est-à-dire que dans les 2 premiers tomes, t'as les 3 héros qui sont au courant. Et là, en fait, il va falloir mettre d'autres personnes au courant. Donc, il va falloir repasser par un stade d'explication de qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être ça qui nous a bloqué. C'est peut-être ça qui a donné un sentiment. Et si je le rapproche du film Matrix, et donc pour ceux qui connaissent, Matrix est très proche de ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne de Platon. Ça s'articule autour de 3 axes d'un point de vue narratif. Et c'est du coup 3 axes qu'on retrouve dans Promised Neverland, et ça s'applique autant au film Matrix qu'à l'allégorie de la caverne de Platon. L'étape 1, c'est que les enfants vivent dans une illusion de paradis, d'orphelinat. C'est ce qu'on appelle l'orphelinat, c'est ce qu'on appelle la matrice dans le film Matrix. L'étape 2, c'est découvrir à quoi ils servent réellement. C'est-à-dire, dans l'orphelinat, c'est de la nourriture pour les démons, du bétail, et dans Matrix, c'est la nourriture pour les machines. Et la 3e étape, c'est élaborer un plan d'évasion et surtout embarquer tout le monde avec lui. Dans le Matrix, c'est la quête de Neo d'aller débrancher tout le monde de la matrice pour finalement aller s'en sortir. Et du même coup, les enfants de moins de 4 ans. Même les enfants de moins de 4 ans. Et du coup, il y a peut-être eu ce truc de répétition, de se dire on a mis que 3 personnes au courant dans cette intrigue, et du coup il va falloir avoir le même éveil, parce que dans le cas de Matrix on appelle ça l'éveil de Neo, et il doit éveiller d'autres personnes aussi, et là il fallait peut-être qu'ils éveillent d'autres personnes à la réalité de l'orphelinat. Même dans la caverne de Platon c'est le même principe, c'est le rôle du philosophe d'éveiller les gens et de leur montrer la réalité du monde justement, et comme ça et de les sortir de l'illusion et Emma ont le rôle du philosophe. Voilà, exactement, ils sont dans ce rôle-là, dans le rôle de... C'est un manga maïotique. Non mais alors par contre c'est surtout un manga Matrix. La différence avec Matrix, c'est que Matrix on est tout de suite sur on sort de la matrice pour quelque part sauver l'humanité. Il y a toujours ce rôle de redonner un destin à l'humanité, alors que là le rôle des gamins au début c'est surtout de se sauver eux-mêmes. Après ils se posent la question, effectivement, je crois que c'est Emma d'ailleurs qui pose la question, qui se dit du coup les enfants des autres. Ah oui, non, parce qu'ils savent pas, mais voilà, c'est un système et il y a plusieurs orphelinats qui gravitent autour du leur. Mais ça c'est Emma la première à prononcer en tant qu'héroïne, elle a ce rôle d'être un peu plus universelle. Et ça c'est vraiment le truc dans le mythe de la caverne de Platon, c'est que tu t'échappes de la caverne et tu reviens chercher ceux qui sont encore enfermés dans ce mythe-là. Voilà. C'est c'est là vraiment la 3e étape du mythe de la caverne de Platon. En tout cas, moi ce tome 3, j'ai eu une première petite lassitude. J'ai eu une relation à Promised Neverland assez particulière, j'ai été emballé tout de suite. À fond, dès que j'ai lu les premiers chapitres. Et puis j'ai eu une lassitude très vite. Je l'ai laissé tomber, mais pendant des mois.
et des mois. Oh, et l'abandon sale. Ah, l'abandon sale. Et en fait, je l'ai repris. Après, une fois que je l'ai repris, en fait, je l'ai repris. Ah, c'est bien. J'ai rien lâché. Mais voilà, ce tome 3, il a été dur pour moi. Encore des questions, encore des rebondissements. Ça avançait pas. Je m'étais habitué au rythme frénétique du début. Et alors là, on a arrêté ce rythme frénétique. C'est pas bien la drogue, Max. Mais en fait, je suis assez d'accord avec toi. Mais quelque part, je trouve que là où il fonctionne pas ce tome en particulier, c'est qu'il reste sur ce rythme frénétique. Mais du coup, il se met à développer des rebondissements et des climax un peu artificiels. Enfin, il y a vraiment, qu'on annule tout de suite. Il y a vraiment une succession je crois que c'est vraiment dans ce tome où il y a vraiment une succession de rebondissements, de climax dramatiques, des jumpscares comme ce que disait Cagnard tout à l'heure, des espèces de trucs qui deviennent un gimmick. Et qui sont vraiment couronnés par la figure de qui sont vraiment artificiels et qui enfin moi ça m'a rappelé Prison Break quand tu sais genre tous les jours ils préparent l'évasion pour le soir même, tu vois, et genre ah bah non en fait il y a tel truc et du coup d'un moment je me disais mais c'était à quel moment qu'ils avaient prévu de partir, parce que ça a été repoussé tellement de fois et en même temps remis au lendemain. Enfin j'ai vraiment ressenti ce truc de ouais en fait on est en train de me tenir sur la longueur mais c'est pas, et tu perds l'effet dramatique en faisant ça. Oui, là mais tu vois c'est couronné en plus par donc la figure de la sœur Crone là qui peut pas retenir ses tu vois, enfin qui a beaucoup de mal à retenir son énergie, tu vois, retenir tout court, et plus là ce que disait Robin à la fin, c'est moi ça me fait penser à Scheherazade, tu vois, c'est les contes de mille et une nuits où à chaque fois c'est pour continuer l'histoire. Mais oui, il y a un peu de ça aussi hein, il y a un autre truc qui m'a un peu gêné dans ce tome. Normalement dans le manga ça se fait pas si souvent que ça, autant dans le cinéma américain on peut le voir ou dans les séries télé, c'est le souci du détail. À un moment donné les gamins ils parlent dans l'orphelinat normal. Tu sais, ils sont là, ils crient ils font leur plan. Comment on va s'évader, on va peut-être faire ça. Ils font leur plan comme ça. D'ailleurs, il y a pas un moment où justement Crone les grille mais en fait elle les grille, mais limite il voulait bien qu'elle les grille. Enfin, il y a un truc qui est complètement. Non mais il y a un souci du. Il y a du laisser aller. Il y a du laisser aller dans l'attention. Non mais c'est ça. Ce que elle et Light n'auraient jamais fait, tu vois. Non mais je me dis que c'est aussi peut-être un souci avec la production. Ce scénariste, cette dessinatrice, enfin non, la dessinatrice c'est pas son premier manga, mais ce scénariste c'est son premier manga. C'est un projet qui est là depuis très longtemps dans le Jump, que le Jump a depuis longtemps. Et peut-être qu'il y a un épuisement en termes de créativité. Et cette impression, elle est peut-être venue qu'on est parti de conciliabules à 3, où là on est passé des conciliabules à 5. Donc c'est devenu, ça commence à devenir compliqué de les rendre discrets. La découverte de la communautarité. Du coup, mine de rien, ça devient pour toi en tant que lecteur, ça devient peut-être un peu plus tricard et tu te dis mais attendez, à 5 là, comment vous faites pour vous cacher alors que vous êtes les 5 plus âgés, personne se demande où vous êtes, personne ne se demande qu'est-ce que vous faites tous ensemble alors que tout le monde a de fortes suspicions sur vous jusque là, mais c'est normal que ça vienne de là hein. Mais voilà, en tout cas ce côté Don et Gilda, en fait limite j'en voulais pas au début de Don et Gilda. Mais moi je le comprends hein, parce que c'est pas pour moi c'est clairement pas le tome le plus intéressant, et après je vais être tout à fait honnête, que ça soit tome 1, tome 2, tome 3, moi j'ai assez souffert pendant ces tomes là, et le tome 3 c'était un peu la goutte d'eau, c'était un peu la goutte d'eau parce que entre voilà les Don et Gilda qui découvrent la vérité sur l'orphelinat, enfin la fausse vérité qu'on leur avait donnée, bon bah ok très bien on apprend rien, et qui font un scandale et qui mettent une patate et qui en fait s'aiment bien parce que c'est l'amitié, et puis il y a ce truc de en fait ça se trouve c'est pas Gilda, c'est une traîtresse aussi, il y a une deuxième taupe. Non mais ils remettent des espèces d'éléments et d'enjeux dramatiques qui se ressemblent quoi. Avec la sœur Crone qui n'apporte en vrai aucun élément en plus, qui étaye ce que t'avais déjà imaginé. Tout ce qu'elle leur dit, à part le fait qu'il faut qu'ils se méfient, que la communication n'est pas que verbale, c'est la seule information qu'elle leur donne. En vrai il n'y a pas grand chose. C'est aussi dans celui-là l'histoire de la corde. Oui, la corde, des années. Attends, non, c'est la corde, c'est dans le 2. C'est dans le 2 parce que c'est pour dénoncer. Enfin, bref. Ceci dit, ça m'a pas empêché moi d'avoir envie de lire la suite. Hein. Non, mais parce que c'est bien fait. En fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est une mécanique. C'est bien une mécanique qui fonctionne, mais au bout d'un moment, une mécanique qui fonctionne trop bien, c'est peut-être chiant en fait. Ah bah, tu vois, moi, c'est exactement là où je dis que ce tome 3, et allez, je vais être honnête, ces 3 premiers tomes ne m'ont pas passionné. Parce que c'est beaucoup de chichi, mais la fin de ce tome 3 par contre, là je me suis dit ah ok on change de ton, tu vois, on est sur on passe sur autre chose. Ah bah la mort de la sœur Crone. Il y a la mort de la sœur Crone qui est déjà Lilu elle est vraiment très belle.
je trouve, et moi je suis pas spécialement très fan du dessin. Je trouve que ça fait beaucoup de têtes disproportionnées pour des corps, beaucoup de problèmes de c'est vrai nuque, qu'il y a des fois où on les reconnaît pas. Enfin, c'est étrange quoi, parce que ils portent des masques. Ouais, alors ils changent de visage. Juste pour cet aparté, moi j'aime bien ces angles de vue et ces déformations. Oui. On avait les mêmes Kishimoto, on faisait des déformations qui étaient comme ça. Fisheye, ça n'a rien à voir avec un plan normal. Parce que tous les enfants ont des têtes qui sont beaucoup trop grosses pour les épaules qu'ils ont. Vraiment, ça devrait pencher d'un côté normalement. Non, mais je parlais vraiment de certains angles de vue. Ça, par contre, je trouve ça stylé. Les angles fisheye comme ils font et tout ça, moi je trouve ça stylé. Mais c'est pour dire les dessins, je suis pas à fond dans ce manga. Quelque part, ça fait écho à une expression japonaise qui dit que quand quelque chose est pas bien, c'est tordu, tu vois. Enfin, comme nous on le dit en fait, finalement, c'est la même chose. T'as l'expression japonaise pour dire ça? Tordu. Bah, c'est yuganderu, c'est pas droit. Si t'es tordu, ça va pas. Voilà. Donc, c'est une vraie traduction. Cagnard et yuganderu. Ça va pas. Ouais, ça va pas. Attends, juste pour finir, je t'ai coupé Cagnard ou pas sur ce que tu disais sur la mort de la sœur Krone. Bah, c'est un des premiers moments où ça m'a un peu affecté. Parce que je crois que comme Robin, c'était un des persos qui montrait le plus de facettes différentes. Donc que je trouvais le plus humaine différente. Ah bah c'est la seule. Et du coup, elle a de l'ambition. Elle avait de l'ambition. Elle était entière. Non mais c'est vrai. Elle avait de la force. C'était un personnage qui avait du relief tout simplement. Et qui avait du relief et qui avait un background. Vous dites ça parce qu'elle ressemblait à Canaria. Après on aime bien Canaria mais moi elle m'a pas fait penser à Canaria. Mais il y a un moment dans son flashback Canaria de Hunter Hunter où on la voit quand elle est petite. Et vraiment, j'ai vu Canaria de Hunter x Hunter quand elle met des coups de canne à gomme. Là, c'est Cagnard qui a mis ses lunettes Hunter. Alors, figurez-vous que non, parce que je parlais de l'émission avec Johnny en la préparant. Lui, il me disait que c'était Don qui lui faisait énormément penser à Léolio. Oui. Un peu, ouais. Bah oui, sanguin. Ouais. Oui, le côté grand, un peu droit dans ses bottes. Ouais, non, mais même physiquement, c'est pas la même coupe. Il est pas en costard avec des lunettes. De toute façon, ils sont tous habillés de la même manière dans ce bordel. C'est pas facile non plus. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un truc. Et tu vois, même mine de rien, ce petit truc qui est complètement hors manga, hors narration. Mais j'ai vu ce flashback, j'ai vu ce perso, ça m'a rappelé un souvenir de Hunter x Hunter. Ça m'a donné un petit affect en plus pour la sœur Krone, quoi. Et malgré tout, ce tome qui n'est pas celui qui, en tout cas moi, m'a le plus convaincu, n'a pas forcément convaincu tout le monde. Il y a la mort de la sœur Krone. Ouais. Et puis il y a la fin de Nono, quoi. La fin de Nono. Bah, c'est pas tout de suite, mais c'est annoncé. Non, mais voilà, on annonce la fin normale, quoi. Bah, ça, pour moi, c'est la vraie fracture du manga, tu vois. Ah, mais alors là, elle est littérale, la fracture. Non, mais ouais, elle est littérale, mais tu vois, quand t'as maman, et ça fait toujours aussi bizarre de le dire. Bah, elle s'appelle Isabella. Oui. C'est un bon prénom. Ouais. Comment on le sait pas? Si, on le sait pas. Non, on le sait pas. Si, parce que Sœur Krone l'appelle comme ça. Non? Si? Débat. Attention. Bah non. Attends, on va chercher le tome 3. Alors, de toute façon, en soi, le fait que ça s'appelle Isabella, c'est pas un. Enchaînons. Et que tu vois maman arriver, parce que mine de rien, elle a été bien mise à l'écart depuis l'arrivée de Sœur Krone. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ça te permet de mettre un boss intermédiaire. Et là, maman, elle arrive, elle fout l'autre dans une chambre, elle lui dit tu peux plus sortir maintenant, allez, je vais aller chercher tes petits copains Ray et Emma. Et là, en fait, elle dit ce simple truc, elle est très directe, très franche, elle les regarde avec un sourire et elle leur dit enchanté. Et elle se présente à eux, parce qu'en fait à partir de maintenant dans le manga on va jouer franc jeu. Elle a plus le masque. Et surtout là elle devient dangereuse physiquement parce que du coup elle blesse Emma et ça se termine sur la jambe cassée de Emma. Est-ce que par blesser Emma tu veux dire casser volontairement la jambe de quelqu'un? D'une enfant. Non mais du coup tu vois là où je disais tout à l'heure je parlais de l'horreur en hors champ et en suggestion, là c'est l'horreur elle est là, c'est-à-dire que maman elle arrive et elle est vraiment dangereuse physiquement quoi. Et elle est balèze. Et là pour moi tu vois ça change toute la dichotomie, parce que tout le manga était fait s'organisait beaucoup, s'articulait autour des faux semblants. Et là rien que le fait qu'elle se présente, alors qu'on la connaît, elle est là depuis le début, ils la connaissent, tu vois, mais elle se représente genre on va arrêter de faire les michetots maintenant, on va se dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Pour de vrai, tu vois, rien que moi là ça m'a fait prendre le manga au sérieux.
Là, je l'ai pris au sérieux. Genre maintenant, on arrête. Effectivement, On arrête et là, on rentre dans le vif du sujet. Et à ce moment-là, elle casse une jambe en plus. Ouais. Et j'étais là. Et tu vois, c'est un tome que j'ai pas aimé. Mais les dernières pages. Non, ouais, là pour le coup, c'est pour moi, c'est la meilleure fin de manga des tomes qu'on a lu, quoi. Vous avez pas vu une série de prison ou une série ou un film non, mais chaque saison de Oz peut mettre à l'amende Promise Neverland. Hein, okay. Direct. Alors, on finit avec un extrait de Oz pour ce tome 3. Oh ouais, je le choisis. Prisonnier matricule 97B412, Tobias Beecher. Condamné le 5 juillet 97 pour conduite en état d'ivresse et homicide involontaire. Sentence 15 ans. Place au tome 4 maintenant, le tome 4 de Promise Neverland. On peut se dire qu'à ce moment-là, donc, les carottes sont cuites pour Norman. Archi cramé. Salut Nono. L'équipe tombe en dépression, Emma est handicapée, un fond de tristesse habite à peu près tout le tome, et puis Norman passe en mode Super Norman Saiyan. C'est bon, je vais y arriver. Je vais tout cramer. J'ai une super idée de ouf, attendez. Et ils sont enfin prêts à tout, et il y a le secret de Ray, son amnésie infantile, l'explication des lieux, du plan, les découvertes de l'environnement, l'anniversaire, là il y a tout dans ce tome là. C'est super riche. Ah, c'est un tome d'anniversaire. Ouais. Ah, c'est un tome Big Mac. Alors XL, j'avoue quoi. que le truc de Ray et son amnésie, enfin sa fausse amnésie, justement, le fait qu'il soit pas d'amnésie, c'est un peu un Deus Ex Machina, un petit peu genre d'où ça sort, quoi. Attends, non, tout le monde, personne se rappelle de ses souvenirs avant 3 ans. Bah moi oui. Écoute, ça arrive. Okay. Une étude américaine nous a dit. Bah moi ça me fait penser. En vrai, quelqu'un a vérifié si ça arrive, si ça arrivait. Mais tu te souviens pas d'Enki Bilal sur les monstres? Le réveil des monstres. C'est une théorie, Ouais. D'accord, c'est une théorie. La théorie existe en elle-même. Ouais, ok. Après, j'ai pas étudié non plus la théorie précisément, mais c'est comme sur internet. Cette amnésie infantile. Si c'est écrit dans un manga, c'est que c'est vrai. L'amnésie infantile existe. Citation de Victor Hugo. Ça c'est sûr. Voilà. Et le fait qu'elle ne s'applique peut-être pas à tous les êtres humains est peut-être envisageable. Un tome du coup où il y a vraiment tellement de choses que qu'on sait plus où aller. On sort d'un tome 3 où on s'est limite un peu ennuyé. Il y a la fin qui fait oh petit réveil. Ouais. Gros et alors là tome 4 ah ouais non mais là c'est avalanche, héroïsme, enfin voilà, il y a Norman là, qui accepte son destin et Super Saiyan Norman. Ah oui pardon. Mais c'est pour moi ça dégouline un peu trop, tu vois. Les bons sentiments, il y a une espèce de drama ambiance. Alors, vous voyez, ils sont toujours dans le paroxysme. En même temps, t'as vu leur vie. Faire ça et tout. Bah ouais, je sais. Mais bon, pour moi, je suis passée à côté de leur, tu vois, de leur tristesse et tout. Enfin, c'était. Après, c'est un manga paroxystique, quoi. De toute façon, tout ce qui se passe est toujours. Ouais, mais là, c'était trop, tu vois. Mais surexploité, mais reste avec autant de gens aussi longtemps enfermés dans un même endroit. C'est normal. J'étais en surdosage. C'est sûr, c'était overdose là de trucs dramatiques et du coup j'accrochais plus. Et effectivement, Ray et Emma ils tombent en dépression. Bah j'étais là, ah oui c'est triste. Ça allait pas plus loin. Alors que un des personnages principaux n'est plus là. Deux même. Oui, un va partir. Un doit partir en tout cas. Et les autres, non, moi j'étais. Ah, et puis le départ de Norman, quoi. Genre, le truc qui n'en finit pas. C'est genre. Ouais, mais ça c'est après. Mais... Bah, après, moi je suis d'accord que ça dégouline quand même. Parce que le mec est un enfant et l'accepte de manière assez classe quand même. Franchement, il est stylé, Norman. Son funeste destin, on va dire qu'il l'accepte de manière assez classe. Non, mais c'est Guy Moquet, quoi. Genre. Il y a un truc que je reste debout dans la résistance, même jusqu'au bout. Même si j'ai pas le choix. Enfin, il y a un truc que j'aurais aimé qu'il répète. J'aime bien cette phrase. Il y a un truc que j'aurais aimé qu'il répète dans le manga, qui dit dans le tome 1, il dit qu'il est amoureux d'Emma. C'est pas un truc qu'il répète, après. Alors que j'aurais bien aimé, tu vois, que en fait pour moi il y aurait eu un peu plus de sens si il l'avait répété un peu et que ses sentiments avaient été plutôt clairs. Après, il dit qu'il aime Emma dans le tome 1. Est-ce que c'est de l'amour? Oui, ils sont frères comme et une sœur, quoi. Ouais, ou est-ce que c'est de l'amour Roméo et Juliette, quoi, et on y va, on se sacrifie. Mais au final, bizarrement, ce que j'ai préféré dans cette phase-là, c'est que lui, il accepte son sort, vraiment, et c'est les réactions des deux autres personnages qui sont là. Il nous reste 24 heures.
vous connaissez Jack Bauer, bah on va se faire un truc en 24 heures, tu vois, on va le faire, on va faire un truc. Et encore une fois, j'ai retrouvé encore un parallèle avec Gunn, parce que à un moment avec Hunter, Emma, elle propose à Ray de se casser une jambe. Elle dit bah de toute façon, si l'un peut pas être envoyé oui, comme parce que dîner, c'est ça. La question c'est si Norman n'est pas livré. Il va falloir livrer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est Ray. C'est le prochain donc sur la Norman liste. pourrait lui s'enfuir et pendant ce temps-là, nous on se casse des jambes. Et voilà. nous, on se casse les jambes et Don et Gilda, ok. Super. Et tu vois, t'as Ray qui est là aussi, genre bah ouais, carrément, ouais, on devrait faire ça. Et là, t'as une espèce d'atmosphère de folie qui s'empare des deux. Et tu vois bien que Norman, il est pas d'accord du tout avec ça. Mais eux, ils sont tellement dans leur trip. Et encore une fois, j'ai vu du Gunn là-dedans. J'ai vu du Gunn pendant Yorkshire City face à la brigade fantôme, quand il est face à Nobunaga et qu'il dit bah non, tu peux pas me casser un bras, moi j'ai besoin de me battre encore, ça va pas m'aller, tu vois. Il y a eu une espèce de franchise chez ce perso. Abandon du corps total. Ou même, est-ce que vous vous souvenez dans One Piece, j'en avais déjà parlé, quand Zoro il veut se trancher les jambes là, quand ils sont enfermés dans la cire et qui dit bah c'est pas grave, je me tranche les jambes et on avance, tu vois. Il y a moi il y a ça, c'est toujours des trucs qui me font un peu d'effet, tu vois. Amitié et fort. Ouais, amitié et fort. Ouais, mais là c'est amitié, sacrifice, c'est pas effort, c'est amitié, sacrifice, fin, tu vois. Et tu sais qu'il y a pas d'autres choses. Il y a un peu dead-end quand même. Mais alors moi c'est marrant parce que tout à l'heure je disais que je m'attachais pas au perso parce que la mécanique était trop huilée. Alors je parle pas du personnage de Norman parce que pour le coup Norman c'est un personnage que j'ai énormément de mal à saisir en fait. Je trouve que depuis le début du manga, à part le fait que c'est le plus intelligent des trois et que c'est celui qui élabore tout, on n'arrive pas il est en arrière. On n'arrive pas à le capter en fait. Moi je pense que c'est volontaire aussi. Et donc je pense aussi que c'est volontaire. Je fais confiance aux auteurs pour ça. Mais je trouve que du coup sa disparition et l'effet que ça donne à la communauté et surtout à Emma et Ray et surtout à Emma, je trouve que c'est vraiment. Par exemple, il y a une scène moi qui m'a vraiment touché pour le coup sur ce tome où j'ai vraiment ressenti de l'attachement pour le perso. C'est la scène où le matin Emma elle se pose pour manger. Ouais. Et elle dit bonjour Norman, enfin tu sais mécaniquement elle dit bonjour Norman parce qu'elle le dit tous les matins. Oh là là, et là elle se pose et elle se rend compte que Norman il est pas là et il sera plus jamais là. Et là je trouve que pour le coup là c'est une scène qui est ultra bien mise en scène et où là il se passe des trucs d'un point de vue émotionnel. Elle fait mal au cœur cette scène. Ouais, elle est vraiment hyper bien amenée. Elle est très simple en plus. Et elle est très simple et très bien amenée quoi. Mais je sais pas si vous avez vu juste le départ de Norman. Ouais. C'était juste. Il est l'heure, Norman. Ouais, et tu sais, il garde son sourire de façade avec les autres gamins et tout. Mais ce qui est génial aussi, c'est. Enfin, moi, le détail que j'ai bien aimé, c'est ce qu'il a dans sa valise. Parce qu'évidemment, les enfants partent pour une autre. Non, il a quelque chose. Il y a un truc dans la valise. Il y a un truc, et c'est le téléphone en pot de yaourt qu'il avait construit et il y a plein de petites c'est marrant, j'avais pas fait gaffe dans les interscènes, dans les interchapitres. Mais maman lui pose la question, elle dit mais elle a l'air bien légère ta valise. Ouais. Mais oui, c'est normal. Mais ils en sont plus là. Je n'avais pas besoin d'affaires, moi, contrairement aux autres. Et non, mais là aussi, retiens-toi, Max. Mais ça, c'est la même. Je suis qui moquait. C'est une séquence où ils en mettent beaucoup en comparaison avec la séquence que Robin a décrite, qui est là en toute simplicité, qui est toute simple, qui est vraiment qui est simple et t'as pas besoin qu'on t'explique. En fait, c'est un manga qui est très explicatif et dans les moments comme ça, c'est là je trouve qu'il s'améliore à partir de la fin du tome 3 et jusqu'au prochain. Il s'améliore parce qu'en fait, il parle de lui-même. Il ne t'explique plus, il parle de lui-même. Je vais peut-être pas dire grand-chose. Et surtout, c'est là où moi j'ai commencé à être motivé de ouf. C'est le début de l'évasion. C'est ce qu'on attendait depuis le début en fait du manga. C'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de période. Ça fait 3 tomes qu'on l'attend, celui-là il arrive. Le début de l'évasion, une évasion qui est vraiment engageante quoi. Elle est folle, il y a un plan de ouf, on réfléchit à plein de trucs, on réfléchit à plein de détails. Voilà, cette évasion qu'on attend depuis le début, tout est prêt pour y arriver. C'est le moment qu'on attendait tous. The show must go on. Ouais. Et là, ça crame. Ça part dans tous les sens. Genre, show must go on. Enfin, c'est génial. Et le chapitre 33, moi, j'avoue, j'étais un peu en mode, bon, allez, voilà. Je suis complètement anesthésiée. J'ai plus rien à perdre. Voilà. C'est bon, j'y vais. Et là, ça a vraiment éveillé mon intérêt.
La diva, tu sais. Mais là, c'est vraiment intéressant. Et donc, on peut dire, peut-être, voilà, on lâche le morceau, ça joue collectif, quoi. Oui, grâce à Emma. Grâce à Emma, grâce à Ray, finalement, grâce à Norman. Ça, voilà, et à Norman. Et il y a toujours cette. En plus, cette. Comment dire, chronologie emberlificotée là qui à chaque fois nous fait revenir en arrière. C'est vrai qu'il s'amuse bien avec cette chronologie. Il justifie plus qu'il s'amuse parce que c'est vraiment genre allez tiens je te glisse un truc, là je te glisse un truc. Il justifie pas mal de trucs, mais par contre tu vois même en lecture chapitre par chapitre c'est pas déconnant. Ah mais je pense qu'en chapitre par chapitre ça passe mieux qu'en lecture tome complet. En fait là où tu vois moi là je pense à l'attaque des Titans, où on dit toujours regardez bien l'arrière-plan, regardez bien derrière. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas l'humour de l'attaque des Titans. Ouais. Et du coup, c'est alors pour c'est vrai ça qu'il n'y a pas vraiment d'humour. Ça se prend très au sérieux. Mais ce que j'ai adoré avec le début de ce plan, c'est que ça a mis le doigt sur le truc que Emma défendait depuis le début, et que en tant que lecteur, tu trouves forcément une mauvaise idée, inclure tout le monde. Ouais. Bah oui, idée à la génial. Idée à la con pour s'enfuir. Mais idée de merde. Idée de merde. Et en fait, il faut s'enfuir à 3. Bah en vrai, non, 2, 5. Ah mais moi j'ai pensé. J'ai oublié d'un là. Ouais. Moi je vous l'ai dit en début d'émission, je me serais barré tout seul. Mais après il y a ce truc qui est assez mis en relief par ce tome-là. Je disais c'est un manga paroxystique. Il y a un truc aussi dans l'attitude des personnages. Enfin, au bout d'un moment, tu te mets à oublier quand même que c'est des gamins qui sont censés avoir 12 ans, tu vois. Enfin, ou même moins. Et genre leur réaction. Enfin, moi il y a des moments je me dis attends. Donc à un moment donné il y a Ray, le truc qui déclenche l'évasion c'est Ray qui est prêt à s'immoler, mais genre le mec dans le plus grand des calmes, il est là genre ok bah y a plus le choix, il se met de l'essence déjà. Oui alors il a fait de l'amnésie infantile, ouais, ça voilà. va. Et c'est pas il y a plus le choix hein, c'est une décision qu'il a pris depuis longtemps. Depuis oui en plus oui c'est vrai parce qu'il a réuni l'essence. Enfin bon le truc genre le mec il est prêt à se suicider comme ça. Ouais mais on sait que des enfants mis en condition ça peut. Après il y a l'histoire d'Emma qui se tranche une oreille, bah elle a un sparadrap puis c'est bon tout va bien quoi. Enfin voilà genre hommage à Van Gogh. C'est un warrior quoi. Et il y a surtout, moi, le truc qui m'a le plus fait tiquer, je sais plus, j'arrivais plus à me rappeler si c'était dans ce tome ou dans le précédent, mais il y a l'histoire du gamin qui a genre 4 ans ou 4 c'est dans celui-là. Et genre, la Phil, il lui explique tout le plan. Enfin non, genre justement, le tome commence en se disant ah en fait Phil il a pas compris, il est trop petit et maman elle comprend pas et tout. Et en fait non, Phil c'est limite le plus intelligent de toute la bande. Et genre ils lui ont expliqué le plan. Le gamin il a 4 ans, il est capable de comprendre comme concept, qu'ils sont dans un monde où on leur a menti depuis qu'ils sont nés, qu'il y a des démons qui vont les dévorer. Genre à 4 ans, tu sais même pas ce que c'est que la mort normalement. Tu vois, il y a un truc intelligent. Après ça, il y avait un fusil de Chekhov là-dessus. Hein. Phil, ça faisait plusieurs fois qu'il intervenait en second plan où on disait ah Phil il est quand même bien intelligent Phil. Et en plus Phil ne dit pas qu'il comprend qu'il y a des démons. Phil dit clairement il y avait un truc bizarre. Il dit je comprenais pas, il y avait un truc bizarre. Il dit ça. C'est ça, il dit je comprends mieux. Après 4 ans c'est des surdoués hein, oui non mais il y a ce truc qui est un peu du c'est pas moi à 4 ans. Je parlais de Deus Ex Machina tout à l'heure avec l'histoire de l'amnésie de la fausse amnésie de Ray et là enfin t'as un truc de genre bah après c'est un peu facile quoi de se reposer tout le temps sur le fait que t'es avec des enfants qui sont ultra intelligents, tu vois, genre bah en fait ça te permet de faire c'est le principe de ce manga, plus ou moins ce que t'as envie quoi. Ouais mais à la limite 12 ans aussi, à la limite 12 ans oui mais Death Note c'est pas des enfants déjà non c'est des lycéens. Oui mais c'est des gens super intelligents, tu peux prendre des mecs de 30 ans mais je veux dire déjà à 12 ans t'as une conception de la vie qui n'est pas la même, enfin genre excusez-moi mais à 4 ans tu sais pas lire déjà. Non mais c'est des surdoués. Oui mais il est super mignon en plus. Ah oui, il est super mignon. Personne n'a dit que Phil savait lire. Ah oui, mais normalement, ce genre de. Robin, imagine-toi un orphelinat rempli de Malcolm. Mais ouais. Mais qui font pas de la merde, tu vois, qui font des trucs sérieux. Parce qu'en plus, ils te donnent une échelle de valeur où ils disent un tel est plus intelligent qu'un tel. Ah, mais ils sont testés tous les jours. Mais tu sais pas c'est quoi la note médiane là-dedans. Peut-être que nous, à nos âges, on est à des 1000 et des 100 du plus bête de cet orphelinat. Nous, on aurait été de la nourriture pour animaux de démons. Oui, parce qu'il faut de l'engrais en fait. Nous, on aurait été de l'engrais par rapport à ces enfants-là. Mais c'est un truc qui t'a fait décrocher. Bah, moi, je t'avoue que. Ouais, effectivement, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très gros et très.
jouer l'effet de surprise sur le fait justement que le gamin, pour ce qu'il est, par son âge, parce que c'est son âge aussi qui fait que c'est surprenant, parce que tu ne peux pas imaginer qu'un gamin aussi petit puisse... c'est un espèce de ressort de rebondissement que j'ai trouvé un peu too much. Téléphoné. Voilà. Tu vois, tu parlais de la séquence d'immolation de Rey. Moi, ça a carrément marché sur moi. Parce que, mine de rien, c'est pas pour faire de la géopolitique. Vous savez quoi, on va en faire. Quand tu vois les enfants soldats en Afrique, tu vois, ou ce genre de choses, tu sais qu'avec un conditionnement précis, des enfants de 6, 7 ans peuvent faire des choses horribles d'un point de vue d'adulte. Repense à Monster. Oui, et on parle de Monster, et du coup, la séquence d'immolation où, tu sais, il explique son plan, il est là. Il dit à Emma, ok, toi aussi tu réfléchissais de ton côté, très bien, parfait, ça marche. Cette image est horrible. Mais c'était vraiment. Et la mise en scène est géniale. Et je me demandais, la double mise en scène. Ouais. La mise en scène de ce qu'on croit lire et la mise en scène de ce qui se passe réellement. Et il répète en plus, donc faut que ça soit ce soir, Et Emma est là, ou alors non, c'est Emma qui le dit qu'il faut que ça soit ce soir. Bon, je sais plus dans quel sens ça se passe. Il cherche à nous embrouiller là. Mais en tout cas, en tant que lecteur, on voit 2 scènes. Oui. On voit 2 scènes et on vraiment voit 2 versions de la scène. Moi, la séquence, elle a fonctionné parce que je me suis dit, dans ce tome, on a déjà perdu Norman. Qu'est-ce qui nous empêche de perdre vraiment en soi, tu vois? Qu'est-ce qui nous empêche? On peut y croire. C'est un manga où les persos meurent. C'est un shonen où les persos meurent. Je pense que j'y ai cru. Je pense que j'ai cru sur le coup en disant mais c'est pas possible, ils vont pas nous faire ça non plus. En parlant de scènes de mort de personnages, tu vois. Les mecs, ils ont fait tout un plan pour que, au final, Norman, il puisse s'échapper. Et tu vois, il s'échappe et tout. Et je me suis dit, ok, il a trouvé une galère au-dessus du mur, il y a un fossé, tout ça. Et la scène où Norman, il revient, j'avoue que moi, et pour la première fois du manga, je me suis retrouvé à la place de Emma. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est absolument pas le plan. Qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Mais sauf qu'au final, dans ce manga, il revient virtuellement. Puisqu'en fait, il avait prévu tout le plan lui-même. Il avait. En fait, c'est le plan de Norman depuis le début, quasiment. Mais ouais. Et c'est le plan de Rey aussi depuis. Ça rejoint l'idée de Robin. Il y a un problème de maturité, tu vois. En fait, t'es tellement à la ramasse. Tu te fais balader. Tu te sens tellement bête par rapport à les enfants de 12 ans. Non, mais moi, ça m'a pas gêné dans le sens où depuis. Il y a quelque chose qui revient dans ce manga qui est collectivisme versus individualité. Collectivité versus individualité. Ça revient sans cesse. C'est-à-dire que les uns ont des plans perso qui font dans leur coin. Et qui ne disent pas forcément aux autres persos de leur équipe. Rey, il a fait agent double pendant des années. Norman, il fait un plan dans son coin. Emma, elle pense faire un plan dans son coin. Bon, Emma fait pas de plan dans son coin. Oui, Emma, elle va tout droit. Emma, c'est gone. Il n'y a pas de plan dans son coin. Non, mais c'est. Et au final, et au final, c'est Emma qui veut essayer d'inclure tout le monde. Oui, c'est elle l'altruisme. Il y a une vraie opposition. Oui. Ouais. Elle, c'est l'altruisme, et pendant ce temps-là, Rey et Norman. Parce qu'elle fait confiance. Elle essaie de faire confiance. Et quelque part, Phil, l'histoire, je vous disais comment ça m'a saoulé. Quelque part, ça vérifie la théorie d'Emma de dire on fait confiance à tout le monde. Et en fait, même celui dont que tu soupçonnais pas, en fait, il s'avère qu'il va être utile aussi, quoi. Mais cette forme d'individualisme face à une forme de collectivité, on en parlait en tout début de l'émission. Ça a aussi peut-être. Une petite image de ce que veulent dire les auteurs par rapport au Japon, par rapport au. Ouais, il faut une vision d'auteur de toute façon. Et ça reste une vision du shonen. Il y a aussi cette question de l'enfant, du rapport à l'enfant, parce que le Japon, c'est un pays, on en a déjà parlé ici, où il n'y a plus d'enfants. C'est vrai aussi. Donc, et là, il les bouffe, c'est con. Il les donne à manger. Et là, ça se passe pas au Japon. Il les élève et on ne sait pas où. On sait pas où ça se passe. Mais ça s'écrit en anglais. Et voilà, et donc la question de l'individualisme, de comment s'inscrire dans un groupe, comment s'inscrire dans la communication aussi. Parce que c'est quelque chose qui apparaît, mais vraiment en creux, quoi. Oui, mais tout le long, finalement. On a besoin de communiquer pour s'en sortir, on a besoin d'échanger. Je parlais tout à l'heure de la brutalité, le huis clos entre jeunes pour métaphore de la jeunesse face à la brutalité du monde adulte. Là, c'est ça, c'est pareil, c'est
quelque part, la meilleure arme pour affronter cette brutalité et ce monde dangereux, c'est d'avoir des amis, après c'est le principe des shonen, mais d'être en groupe contre des adultes qui finalement sont beaucoup plus individualistes. Enfin, Sir Crone, par exemple, c'est ça. Un peu plus. Après, pour moi, ce tome 4, de toute façon, c'est mon tome préféré. Et vraiment, on part du principe d'un manga que je l'ai pas aimé. Hein. Et tout le monde m'a saoulé, tu vois, genre, mais si, c'est bien. Et là, non, ça marche pas parce que c'est trop forceur. Et pour moi, ce tome 4, alors je vais faire un gros parallèle, mais pour moi, c'est vraiment l'Empire contre-attaque, tu vois, de Star Wars. C'est vraiment le moment où tout s'assombrit. Et en fait, où le manga il s'affranchit de ses chichis, il s'affranchit de ses codes de mais qui pense à quoi, à quel moment, et où là en fait on avance et tout devient critique, et en fait ça s'attarde plus sur l'ambiance, ça s'attarde plus sur les sentiments de chacun, et en fait moi ça me concerne beaucoup plus parce que là j'ai l'impression de découvrir les personnages, j'ai l'impression de découvrir Norman au moment de sa mort, j'ai l'impression de découvrir Emma comme elle est vraiment, j'ai l'impression de découvrir Rey comment il est vraiment, tu vois. Ce qu'on dit souvent c'est que on prévoit son manga sur 2-3 tomes au début et puis le vrai début arrive au tome 4. Là, on a l'impression que c'est le vrai début du manga finalement. Oui. Ça reste trop pour moi. Ça reste trop. Et puis en plus, il y a cette masse. Si tu m'avais pas passé les PDF, je l'aurais pas continué. En vrai, je l'aurais pas continué, tu vois. Il y a cette masse d'enfants qui petit à petit prend visage, quoi. On arrive à les nommer, on arrive à voir qui ils sont. Enfin, petit à petit, ils vont s'affirmer, ça c'est bien. Mais moi, ce que j'ai adoré sur la fin du tome, sur la fin de ce tome 4. C'est maman, Isabella, je la déteste. En tant que lecteur, moi je la déteste. Et de la voir commencer à comprendre, de voir son visage en train de comprendre que là c'est vraiment la merde. Ah, j'adore. Oui. J'adore la voir. Parce qu'Isabella, la vengeance là, ça y est, enfin. Sa réputation, c'est d'être la meilleure éleveuse. Ouais, des meilleurs enfants. Voilà, pour moi, elle a l'image des méchants. Et j'aime bien quand les méchants payent, et elle paye. Voilà, à la fin. Elle paye pas à ce moment-là. Non, elle paye pas. Mais moi en tant que c'est la première fois que tu la vois vriller. Vriller, douter en tout cas. Et en tant que lecteur, moi je me suis dit, ah là elle va prendre cher, là elle va être dégoûtée, là elle est vénère. Là je sens, tu sens quand t'as une adrénaline qui monte et que c'est la misère dans ta vie, qu'il y a un truc qui va pas. Et là je pense qu'elle la ressent. Et voilà, en tout cas moi j'ai renvoyé ce sentiment, j'ai renvoyé ce sentiment sur elle et ça m'a beaucoup plu. On peut passer au tome 5, c'est bon. Tu es Peter Pan. Tu sais voler, tu sais te battre et tu pousses ton cri. On est sur la fin de cette émission et surtout le tome 5. L'évasion continue. C'est le début d'une nouvelle ère. L'extérieur est-il la solution? Moi j'ai eu de la peine sur ce début du tome par le petit fil. On en parlait, mais le petit fil. Franchement, pourquoi ils ont pas pris le petit fil, quoi? Mais si, je vais te dire, moi j'ai été. Non, mais il est gentil, petit fil, quoi. J'ai été détendu au niveau de fil parce qu'il apparaît à la dernière page du tome 4. Et la première page du tome 5. À la dernière page du tome 4, je me suis dit, oh merde, ils vont retourner le chercher. Ah oui. Et là, j'en pouvais plus. Ouais. J'étais vraiment genre, faut partir. Genre l'évasion qui n'arrivera jamais, quoi. Et quand j'ai vu que c'était leur mode, non, on va rester, je fais, c'est pas grave. Allez, tu sais quoi, petit fil, c'est pas grave. T'es intelligent, tu vas former une deuxième escouade. Il y a eu Expandables 2, 3. Je crois que ça sera la saison 2 de Promise Neverland. C'est le moment de faire nos projections sur le manga. Ce sera le chef de file. Non, mais là là, ça a été nul. Merci Julie. Non mais moi il est gentil. Je sais même pas si on va le revoir. Mais moi je suis sûr qu'on va le revoir. Bien sûr. Mais on l'aime. Bien sûr. Moi je garde tout ça pour la toute fin de l'émission pour mes projections. Ok. Donc ce tome 5, on voit Phil, il nous fait de la peine, et puis on les voit essayer de s'échapper. Non, je suis sûr que Robin il était content que tous les gosses de moins de 2 ans ils restent là. Ah bah enfin. Il y a aucune raison, non. Mais voilà, intellectuellement, il n'a pas aucune raison. On les voit s'échapper, ils vont faire du tir à la corde là, ils vont essayer de traverser des fossés. Et puis voilà, c'est tout. C'est bien, c'est le début de l'évasion. Là, de toute façon, c'est du déroulé, hein, ça avance. Bah ouais, mais moi ce que j'ai retenu, tu vois, c'est maman. C'est Isabella, et là, tu vois. Elle est méchante. Elle est pas méchante. Mais si, elle est méchante. Oh, elle est belle. Moi, j'adore. Non, mais franchement. Et c'est super rare d'avoir le point de vue d'une maman dans un shonen.
Comment ça? Parce qu'il y a toujours des papas. Hunter, c'est papa. Dragon Ball, c'est papa. Enfin, Ah ouais, et Naruto, c'est quoi? Et Naruto, c'est qui? Faut attendre le tome Naruto, 37. c'est qui? C'est Kyuubi. Ou même 67. Il faut attendre beaucoup plus que ça. Ouais. Ah bah, tu sais quoi, dans tous les tomes de Naruto, quand la maman de Naruto elle arrive, c'est un des moments les plus. Ouais, mais faut attendre. Ouais, mais alors la maman de Naruto arrive dans le tome bah, bien alors 60 et il faut qu'elle arrive au tome 2. Non, parce que le gars est orphelin, hein, pour rappel. C'est pas si facile que ça quand on est orphelin. Son père, tu le sais avant que c'est. Parce que Emma et Rei sont pas orphelins peut-être. Bah oui, ah bah, on sait pas vraiment. Hein, et c'est pas du. Et Naruto, c'est du bétail peut-être. Non, Naruto. Bah, oui, c'est de la chair à canon, c'est pas la même chose, mais bon. Quelque part, c'est. Enfant gâté, oui. Mais moi, j'aime bien. Vas-y, continue, Julie, parce que du coup, Cagnard t'a coupé. Mais oui, donc, c'est hyper. Point de vue d'une maman. Mais oui. C'est comme ça que tu sens ce début de tome 5. Bah, attends, en fait. Et d'une maman lambda, quoi. Ouais, voilà. Oui. Mais on se rend compte à quel point elle est construite. Tu vois, c'est ciselé. T'as un petit flashback sur comment elle-même a réussi à survivre dans ce système-là. Et c'est là où on comprend aussi qu'elle est pas. Elle est dans le truc, dans les rouages, mais elle est pas. Elle est pas forcément 100% pour ce qui se passe. Bah, c'est le moment où vraiment, tu vois, c'est un des persos qui a été pas le moins bien introduit, mais on a donné le moins de background là, et c'est là je trouve que plus Isabella, on avance, Isabella, ouais, t'as une plus bonne on tranche, avance là. dans ce manga, bah, c'est une tranche très fine en fait, hein. C'est un flashback qui dure pas tant de pages que ça. Ouais, c'est pas très long. Mais c'est très riche. On revient sur sa jeunesse, et là d'un coup ça te légitime le truc d'un perso que tu vois comme pas l'ogre comme Sir Krone, mais qui était la méchante, le Dark Vador, où on lui donne une origin stories, on explique comment ça se fait qu'elle soit aussi méchante, et on explique comment ça se fait que la prochaine génération va pas faire comme elle en fait. Elle est pas méchante, moi je trouve. Elle aime ses enfants, tu vois, et c'est ça qui est terrible. C'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'elle aime vraiment ses enfants? Oui, elle parce les que aime alors vraiment. moi tu vois, il y a quelque chose qui m'a sauté à la figure à ce moment-là, c'est quand tu donnes la vie, tu donnes la mort. Ouais. C'est non, tellement je comprends ce truc horrible de dire ça et maman, mais... c'est la façon qu'ils ont trouvé de matérialiser ça. Ouais, bah après je disais tout à l'heure, c'est un manga qui reposait beaucoup sur la symbolique, ça en fait partie aussi, mais ce qui est pas mal avec cette histoire de flashback et tout ça, c'est que ça nuance vachement le personnage, et effectivement ça en fait un personnage auquel tu t'attaches, quoi. On va le revoir pour vous ou pas, ce personnage? Bah évidemment. Ouais, moi je pense qu'on va l'avoir. Mais il y a quand même ce twist, tu vois, où on apprend que c'est la mère de Rei. La mère de Rei. Il balaye ça limite. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu. Il est très Oui, mais Rei ne le sait pas. En vrai, oui, je pense que c'est pas important, et je pense que ça, c'est un flash forward, un fusil de Chekhov, pas un. Ouais. C'est genre, ça va servir. Ça va servir. Mais c'est intéressant aussi la façon dont c'est traité, parce que là, tu trouves le parallèle de quand Rei raconte à ses amis que lui, il a pas eu cette période d'oubli, d'amnésie, et qu'il interprète le fait qu'il sache tout et qu'il le déballe à Isabella comme un moment où elle aurait eu de la stupeur vis-à-vis de son intuition. Et elle, en fait, c'est le moment où elle le reconnaît comme étant son enfant, son propre enfant. Elle le reconnaît grâce à la petite comptine. Mais en vrai, ce flashback, il est génial. Et là, je reconnais du génie aux auteurs. Parce que j'ai absolument pas réussi à reconnaître. Je voyais un manga mécanique, un manga huilé, un manga qui n'avait pas besoin de ma participation pour fonctionner sur les chapeaux de roue. Eh ben, là, pour la première fois, enfin, peut-être pas pour la première fois, parce que déjà dans le tome 4, je crois qu'il y avait vraiment plein de bonnes choses. Mais là, je me disais, putain, c'est mortel, c'est vraiment mortel. Ah ouais, c'est mortel. Et vous me laissez même pas m'asseoir là-dessus, hein. Vous continuez, vous me dites genre, c'est la merde de Rei, hein. Bon, allez, on avance, frère, c'est l'évasion là. Et c'est ouf, l'urgence. Oui. Je disais dans le tome 3, à un moment donné, l'avancée frénétique n'est plus là. Là, au tome 5, elle repart, mais elle repart mais elle est plus naturelle. Oui. Elle est moins mécanique. Ouais, parce qu'en fait, au final, ces tomes qu'on a moins aimés ont mis en place plein de petits éléments, plein de petits détails, puisque les démons qu'on a vus dans le tome 3 là, au téléphone, avec celui dont on ne dit pas le nom, c'est avec le... Oui, le nom apparaît à chaque fois, mais on peut pas le lire. Oui. Ouais. Là, dans ce tome 5, on voit les démons, on leur donne un vrai rôle, on les fait apparaître dans la traque, on leur donne une vraie légitimité dans l'action du manga. C'est-à-dire que dans l'histoire, oui, ils sont là, ils sont légitimes, ils existent, mais là, on leur donne un vrai rôle dans le manga. Ouais, mais là, on est en train, à ce moment-là du manga,
En vrai, les démons, moi j'avoue que je m'en battais les couilles un peu. Mais carrément. Parce qu'on était vraiment en train de. Ah oui. En fait, on était en train de consolider un univers qu'on était en train de faire brûler. Tu vois. Là, on te rajoute la suite. On te rajoute la suite, mais allez-y, de toute façon les démons vous êtes là depuis le début et vous servez à rien, donc c'est pas grave, vous tuez avec des roses, alors ça va, c'est pas grave, vous pouvez le faire. C'est là où on découvre, on se rend compte qu'ils vont servir dans l'histoire. Mais c'est là que moi j'ai été vraiment pris de manière affective, tu vois. Il y a cette illu à un moment qui est une illu d'interchapitre où tu vois Emma qui est au bord du gouffre et qui est accroupie comme si elle allait sauter, et juste derrière elle tu vois Isabella jeune. Et tu comprends que c'est le moment où elle a découvert ce gouffre et qu'elle a décidé de rebrousser chemin. Et ça, tu vois, c'est de la symbolique. Il n'y avait pas besoin de l'expliquer dans le manga. Il y avait besoin juste de cette petite illu d'interchapitre pour me faire comprendre plein de choses qui n'avaient pas été verbalisées forcément dans le manga. Et surtout, là, on dit adieu à Greatfield House. Ouais. On dit adieu à l'orphelinat. On dit adieu à l'arc. Ouais. En fait, on change d'arc, on change d'univers, on change de tout. Là, on dit adieu à toute cette première partie du manga et on avance, on passe à la prochaine étape et elle a l'air ouf. Bah, on passe à autre chose, hein. On passe à un nouveau pan et de toute façon, on n'a pas le temps de reprendre son souffle. L'action continue, on arrive dans un nouvel environnement que eux ne connaissent pas. On est dans un truc plus de survie qui a l'air plus naturel, qui a l'air beaucoup plus hostile aussi et encore une fois, je trouve que le manga il devient plus viscéral, il devient moins fait de chichi, il n'y a plus le théâtre de Greatfield House. C'est ça. Là, on passe au mode aventure. Bienvenue dans la jungle. C'est le Jumanji. Bienvenue dans la jungle. Tout peut partir en couille. Et c'est là que moi, et il a quand même fallu attendre 5 tomes, mais que ma crainte, elle a vraiment été ma crainte du tout début et je vous en avais parlé dès que j'avais lu le tome 1, genre. Ouais, mais qu'est-ce qui se passera quand ils vont s'enfuir? Et c'est marrant parce que j'avais misé ça sur le tome 5. J'avais dit tome 5 qui sortiront et c'est là que tout va se jouer. Et là j'étais là, ok, d'accord. En fait, l'extérieur, il est encore plus dangereux que ce qui se passe à l'intérieur. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, allez-y, emmenez-moi. Ah ouais, la visite, c'est quand même un environnement hyper hostile. Enfin, mais oui. C'est effrayant. Enfin, il y avait toutes leurs peurs prennent, comment dire. Ouais, ça devient réel, quoi. Et il y a ce moment incroyable où, en plus, tout au long des 4 premiers tomes, on les voit bouquiner dans leur maxi bibliothèque là et apprendre des choses sur le monde, faire des suppositions sur ce qu'il y a derrière les murs, etc. Et là, le décalage est tellement énorme entre ce qui est supposé être réel, supposé être l'extérieur, et ce qu'ils vont voir, et ce qu'ils vont être confrontés. Enfin, ce à quoi ils vont être confrontés, c'est quand c'est des enfants, tu te dis putain. En fait, ouais. Après, il est compliqué à commenter ce tome parce que c'est vraiment l'ouverture vers autre chose. Enfin, on disait un arc qui se termine, c'était s'évader. Donc, tu vois, on a pu analyser tous ensemble tout ce qui a composé leur plan d'évasion et la découverte du monde et des faux semblants et tout ça. Et là c'est le tome où ça y est, ils sortent. Et du coup, c'est un peu compliqué de baser son analyse sur un tome où ça vient de commencer. Alors peut-être, effectivement, le rythme est frénétique. De toute façon, le manga nous a de transition. Nous a habitués à ça. Début d'arc, quoi. Ouais. Le récit il prend une autre tournure. Et après, c'est ce qu'on disait depuis le début. Il y a un truc qui est vachement bien sur effectivement la découverte de ce nouvel univers, c'est que le monde ne nous est décrit encore une fois qu'à travers le point de vue des personnages et ce qu'ils découvrent et là, par leurs yeux, et donc ça augmente le sentiment de tension et de danger. Et là, le danger il est et là on sort des livres de Julie, quoi. Et surtout on prend non plus le point de vue d'Emma, mais on voit l'univers à travers les yeux de Ray. Qui là se prend une grosse claque de réalité dans la gueule en mode tu voulais mourir, tiens, bouffe. Et là il se réveille en mode pourquoi tout le monde est au courant, pourquoi est-ce qu'il se passe ça l'empêche pas de faire le malin et de faire l'héros. Mais après j'avoue que moi déjà il y a un truc que j'aime, enfin qui me gêne, c'est les démons. Je trouve que leur design il est pas du tout il y a un truc j'accroche, très artificiel, j'accroche pas en fait. C'est un truc moi j'aime bien parce qu'en fait ils ont une je les trouve comme des pantins. En fait c'est comme des pantins articulés. T'as déjà vu des pantins sur une foire, tu sais, sur mais du coup
comment dire, je comprends pas d'où ils sortent et ça te bloque. Il y a un tel décalage entre l'univers dans lequel ils étaient au départ qui est quand même très rationnel quoi. Enfin, je veux dire, ils lisent des livres, ils sont avec des êtres humains et tout ça. Alors, on a entreaperçu des démons et tout. Donc, on est dans un univers rationnel, réel. En plus, voilà, les noms sont anglais, donc a priori, on se situerait dans un monde qui serait le nôtre. En Europe a priori, mais bon après ça on sait pas, mais non, ça ils n'ont pas réussi à le décider. Mais je veux dire là du coup ils arrivent dans un autre monde où ils se retrouvent confrontés frontalement à ces nouveaux ennemis qui sont les démons, et il y a un décalage entre la rationalité du début et l'aspect complètement fantastique de ces monstres qui sont moi je suis d'accord avec Robin. Pour moi il y a un problème depuis le début avec le design de ces démons. Ah bon? Il y a un problème parce que je suis d'accord, je sais pas où est le problème avec ils les sont démons. trop différents ils sont trop monstrueux. En fait, ils sont trop monstrueux. Je sais pas comment dire. C'est des démons quoi, c'est des démons. Oui, mais c'est des démons. C'est bizarre. C'est des extraterrestres. Il y a un truc bizarre et surtout ils ont tous un masque avec une espèce de tuyau. Tu vois le tome. Et c'est pour ça moi je pense qu'il y a un truc encore qu'on sait pas sur les démons. Ouais, et qu'en fait c'est peut-être des mecs dedans ou. Ah moi je pense ça. Et que c'est des mecs ou que c'est des. Je sais pas, mais j'ai le même sentiment que toi. Hein. Ils me gênent pour l'instant. Et après, c'est pas des titans, c'est pas des. Ils me gênent. Et après il y a un autre truc qui m'a un petit peu gêné, c'est le fait que il y a aussi des éléments dramatiques qui s'ajoutent, genre les espèces de plantes là qui vivantes, et du coup là j'ai ressenti un espèce d'effet Prison Break bis. C'est le truc de mais en fait ils sont sortis, mais à chaque fois il va y avoir un élément, un rebondissement, un truc dangereux, tu vois, genre qui sort de de toute façon plus pratique, moi j'ai pas de sens quoi. Sur ce tome 5, sur l'ouverture de la fin du tome 5, il y a les démons, la traque, l'affrontement entre Ray et un démon, et il a pas commencé. Il a pas commencé. Il court pour le moment. Ouais, il court. C'est caché. Il y a un bout d'affrontement dans le tome 5 sur la fin d'un tome, bien sûr que si. Il y en a un. Non, il court. Non. Mais si, avant qu'il se fasse capturer par les racines, il se retrouve face à face à un démon après avoir été attaqué par un espèce de démon à quatre pattes. Ah non, mais les démons chiens là. Ouais. C'est fou. Ah oui, mais c'est pas les démons. Et après il se retrouve face à face avec un autre démon. On va falloir leur donner des noms là, parce que c'est pas possible. Les démons, ils sont pas lisibles leurs noms. Il y a ça, il y a ces démons là, et il y a William Minerva. Ah, alors c'est vrai lui, qu'on en a pas parlé du tout. Qui est ce fucking William Minerva? Qui laisse des messages. Le mec qui laisse des messages, le mec on sait pas si c'est un démon, on sait pas si c'est un humain, on sait pas si c'est un démon humain. On a quand même un indice. On sait pas si c'est un chalou, on sait pas on sait rien. Il y a un indice, c'est que il entre en contact avec un stylo, et c'est Sir Crone qui l'a récupéré au contact des démons. C'est vrai. Donc... Mais alors moi c'est typiquement le genre de truc dont je suis ultra fan. Bon, on met des indices, on te met une enquête au milieu de tout ça avec limite un complot interplanétaire. Oh là, c'est pas une enquête, hein. C'est Cavaltaras. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe dans ce tome 5, c'est qu'il y a un point de rendez-vous avec possiblement William Minerva, évidemment. Après, moi, mes d'avis que William Minerva, c'est Jacob de Lost. Il n'existe pas. C'est-à-dire tu le verras pas. il est mort depuis longtemps. Mais par contre, trouver la résistance, ça oui, bien évidemment qu'ils vont la trouver. Ah, il y aura une armée d'enfants, tous en pyjama. Non, pas forcément d'enfants, mais William Minerva, c'est un peu le nom de la résistance pour moi, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme dans. Ou alors c'est Norman. Le Rossignol. Est-ce que Norman est vraiment mort? Il est remonté dans le temps. Là, c'est Johnny est persuadé que Norman n'est pas mort et que William Minerva est un démon. En vrai. Et que William Minerva, du coup, c'est un démon qui attire. Alors attends, non, là j'extrapole un peu ce que me disait Johnny, mais que William Minerva est un démon qui attirerait les enfants pour les manger. En fait, ce qui est compliqué avec les morts dans ce manga, c'est qu'on sait jamais vraiment s'ils sont morts. On sait juste qu'on leur a planté une grosse dans le corps et que. Et encore, Norman, on l'a pas vu. Et même Norman, on l'a pas vu. Mais je veux dire, le seul truc qu'on voit, c'est qu'on voit des démons planter une rose dans le cœur d'un personnage, et après il est emmené. En gros, je pense que Norman est mort. Parce que sinon, s'il y avait eu un problème au moment de la livraison, ça aurait déjà foutu un peu le bordel sur la zone avant même qu'il s'échappe. Donc je pense que Norman est mort. Par contre, je pense que Isabella, elle est pas morte. Parce que c'est la mère de Ray. Et
Va falloir que ça parte en couille Bah, de ce côté-là. oui, à un ouais, moment. oui, de toute moi, je façon, suis on voit pas d'accord, on voit pas de mort de. On voit pas de mort. On Non. voit qu'ils lui disent c'est impardonnable et compagnie. Non, elle se fait pas trop remonter les bretelles. Hein. Bah, il lui On gueule peut. dessus, mais moi je pense Il gueule que dessus. elle Y a va revenir. pire, hein. Je pense qu'il va falloir que Ray apprenne que c'est sa mère quand même, parce que il va falloir un moment. Alors moi je pars d'un principe très simple. Hein. Les démons ont cultivé les humains très bien. Par contre, les humains sont là et ils sont prêts à faire leur riposte aussi. Donc c'est tout à leur avantage de le ramener. Et les humains sont balèzes. Et les humains. Et quand ils balèzes. s'unissent, on sait que les humains Mais sont super forts. Je pense que ça va être un truc un petit peu comme ça. Je sais pas. Et tu vois, pour infiltrer le monde des démons, bah, il faudra une Isabella aussi. Et à un moment, Ouais, il mais va là, falloir. on parle des j'extrapo- tomes, bah, j'ai dit que je loin. gardais. Ouais, tu vas loin, tu J'ai vas dit loin. que je Tu gardais vas loin. mes extrapolations pour D'accord. après. Et donc, je pense que Phil, bien évidemment qu'il va revenir. Parce que là, de toute façon, c'est quasiment garanti qu'on va avoir un flash forward. Est-ce que Elle l'a limite annoncé en disant en fonction, si je compte, Phil il a 3 ans, du coup il vous arrivera rien avant 6 ans. Puis de toute façon, Phil bat les couilles, il monte le mur à main nue, hein, vu qu'il est capable de tout faire pour un gamin de 4 ans. t'exagères. Mais Phil, il va revenir, il va y avoir un flash forward, c'est sûr. L'attaque Bon. des titans. Moi, je voulais conclure avec des questions. On a répondu à certaines. Norman est-il mort? Oui, pour Peut-être. Cagnard. Oui, peut-être peut-être. pour Robin, Julie. Oui, non. Moi, je pense qu'il Je est pas m'en mort. fous en fait. Pardon, mais qu'est-ce fous, que ça normal. change William Minerva, gentil ou bâtard? Cagnard. Gentil mais n'existe plus. Ouais, moi, je suis Robin, assez d'accord avec la théorie de Julie. Cagnard, ouais. Bâtard. Ok. C'est qui le prochain à y passer? Bah, Ray, hein. Ça sent. Non. Mais le problème, pareil. c'est que des persos Ça à va faire être crever, les Olio, il t'en reste plus tant que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il te reste Doné, Gilda et Ray et Emma, mais bon. Est-ce que Emma va se faire trahir par quelqu'un? Oui. Il y a des chances, Mais oui. peut-être qu'un des enjeux, ça va être justement d'introduire des nouveaux persos. Enfin, Mais des ouais, nouveaux gamins que t'as pas c'est une forcément. promesse qu'il y a à la vus, fin du tome Ouais, 5. carrément. En tout cas, voilà, pour conclure, vous avez d'autres conclusions, Cagnard? Tu as une autre conclusion sur ces 5 premiers tomes de Promise Neverland? Sur ces 5 premiers tomes, une conclusion, bah non, parce que le manga est en cours de toute façon, donc je peux pas avoir de conclusion, mais vous avez été dur à m'accrocher. Et vraiment, c'est pas pratique quand vous prenez le lecteur pour un con comme ça. C'est pas pratique. Mais en même temps, je trouve que c'est un formidable manga parce que je l'ai lu un peu autour de moi partout. Que il y avait pas mal de gens qui lisaient Promise Neverland et c'était leur tout premier manga et ils trouvaient ça génial, révolutionnaire, tu vois. Ah. Moi, je me reconnaissais pas dans ces commentaires parce que je trouvais pas ça génial, révolutionnaire. Mais effectivement, en avançant, en réfléchissant, en travaillant sur ce podcast et en voyant un peu les tu vois les bases, comme on disait, du récit d'enfermement et tout, Ouais. ben je me dis en fait je comprends. Pour quelqu'un qui n'a pas de base de manga, tu lis ça comme ton tout premier manga, vu le nombre de retournements, de twists, de trahisons, C'est un truc de tu ouf. te dis que ok, le manga c'est génial en fait quoi. Ouais. Bah, moi, j'en avais parlé au tout début de l'émission et je disais que c'était une tendance. Enfin, qui s'inscrivait dans une tendance Promise Neverland. Et tu vois, des enfants qui ont un âge jeune, hein, pas des ados comme on a vu dans C'est pas des Death Note, pré-ados, ouais, etc. c'est encore des enfants. Ouais, voilà, ils sont petits, ils sont confrontés à quelque chose de carrément hostile, où les adultes en plus ne sont pas des alliés, ou très très peu. Clairement pas, oui. Bah oui, non, voire pas Et les démons encore, moi. Et les démons, en plus, il peut y avoir la couche fantastique qui arrive par-dessus. Et assorti, tu vois, à un style graphique très enfantin, très rond, etc. Moi, ça me fait penser à des choses qui sont sorties là ces dernières années, donc l'Atelier des sorciers, Made in Abyss, qui touchent à des sujets, mais tellement grave, la mort, le fait que qu'est-ce que c'est être vivant, qu'est-ce que c'est être solidaire, qu'est-ce que c'est, enfin des choses qui sont vraiment des questions fondamentales. Mais c'est chouette de pouvoir répondre à travers des œuvres Voilà. à ces questions-là. Et tu te très jeune. retrouves dans une espèce de voilà, ça c'est une espèce de nouvelle vague pour moi. Comme on a eu One Piece, comment Bleach et Naruto qui s'inscrivaient voilà dans le renouveau du Sauf shonen. que là, il y a une force grand public qui est énorme. Ben je sais pas si c'est si grand public parce Bah, que c'est tellement sombre. T'as vu le succès au Japon, 5 millions d'exemplaires cette année. Ouais. En France, 200 000 exemplaires. C'est énorme. En vrai, c'est grand public. Mais Super grand public. comme à l'époque, un récit comme Naruto ne devait pas être grand public, et Il l'est pourtant devenu. tous les gens autour de moi regardaient l'animé Naruto. Robin, tu veux conclure sur quelque chose sur Promise Neverland, sur ces 5 premiers tomes en tout cas? Bah en fait, un peu comme ce que disait Cagnard, c'est que moi personnellement,
je n'ai pas retrouvé la claque graphique et enfin on va dire j'ai pas retrouvé ce qu'un Death Note a pu me faire. On parlait de ça au début. Bon, même si Death Note j'ai découvert avec l'animé, mais je veux dire ça change rien au fait que il y a eu un avant, un après. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est un bouquin, enfin c'est une série qui est d'un point de vue qualitatif excellente. Donc de toute façon on peut qu'en conseiller la lecture. Après c'est dur de se dire moi d'un point de vue personnel ce que ça m'a amené. Bah ouais, j'ai lu un bon manga. C'est pas un manga qui m'a bouleversé. À la limite justement, Julie parlait de l'Atelier des Sorciers. Je trouve que c'est un manga qui m'a plus interloqué, on va dire quoi. Qui est pas aussi page turner peut-être. Ouais, mais qui est plus, qui a plus résonné sur moi quoi. Et voilà quoi. Après c'est marrant parce que justement tu dis c'est hyper grand public et c'est un succès de fou. Et je trouve ça, moi ça me surprend en fait. Ça me surprend objectivement que ce manga ait un gros succès et tant mieux parce que c'est une bonne nouvelle, parce que j'aime bien être surpris dans la vie, mais je veux dire c'est objectivement surprenant que ce manga ait du succès et tant mieux. Ouais, c'était très difficile de faire cette émission, d'avoir certaines des discussions puisque je dois en être à l'équivalent du tome 10 sur la prépublication américaine. Donc il en sait des choses. J'ai dû mentir un peu à des moments. Ah là là. Il y a des moments. Non, mais voilà, c'était compliqué de ne pas dire oui, tu as raison, oui. Tu te plantes complètement. Et ouais. Tout ça pour dire que la suite, pour moi en tout cas, par rapport à ce début, à ces 5 premiers tomes, les 5 tomes suivants sont 1,5 fois mieux. 1,53 fois mieux, pardon. Soyons précis. 53, soyons précis. Ouais, 1,53. Ça s'améliore vraiment pour moi. En tout cas, tout l'arc qui arrive, je l'ai trouvé vraiment stylé. Okay. Bah c'est bien alors, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et 2019, ça s'annonce bien. 2019 avec l'animé, je pense qu'ils vont être à 500 000 exemplaires, à mon avis. Youpi. Allez, un chiffre donné au hasard. Les chiffres de Maxime donnés au hasard, mais on verra. Ok, on se retrouve dans un an quoi. Et on le fait pour le tome 10. On refait cette émission au tome 10. Moi, mais je pense qu'on refera cette émission effectivement au tome 10 ou en tout cas à la fin du prochain cycle. Oui, voilà, à la fin d'un prochain cycle important. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que tu veux bien me laisser le dernier mot? Oh là là. Oui, si tu veux, vas-y. Eh ben, Isabella, je t'aime. J'ai toujours compris ton combat. Écoute, reviens. Moi, j'ai toujours cru en toi. On se revoit un petit peu plus tard, Isabella. Hashtag 5DC si vous êtes de la team Isabella Cagnard. N'hésitez pas à réagir à cette émission. Reviens. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. On se retrouve sur YouTube. Vous mettez des pouces vers le haut. Ouais, plus que vers le bas, c'est vrai que c'est plus sympa. Reviens, Isabella. N'hésitez pas à commenter surtout nos. J'ai des enfants dans le grenier. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Salut. Reviens, Isabella.